Oui, donc moi je disais que j'essayais donc de prendre le temps une fois par semaine pour, donc j'avance pas rapidement, le temps de tout regarder, enfin de prendre le temps de réécouter parfois, de prendre des notes, ça, enfin, faut que je me sois vraiment, après moi je trouve ça, enfin hyper riche, hyper intéressant et du coup, ce qui est facilitant pour moi, c'est que je peux en discuter avec mes collègues. Donc j'ai l'impression que j'intègre beaucoup mieux l'information parce que je la réexplique, enfin, on pose des questions, donc ça fait plus rapidement, trace dans ma tête Ouais. et du coup, je peux effectivement aussi, tenter de le mettre en pratique, au quotidien. Mais, c'est très intéressant. Après, je voulais juste te dire, hem, j'ai fait le module La liberté et discipline et il y a des liens qui sont inactifs dans, dans la Dropbox. D'accord, eh ben, j'irai voir ce qui se passe. J'irai voir pourquoi. Notamment, il y avait une visio, ouais, il y a 2 visioconférences et du coup, on peut pas, enfin, ça me met, ouais, inactif, introuvable. D'accord, bah, j'irai voir ce qui se passe. Et quand tu dis Voilà. une fois par semaine, c'est quand même une grande plage horaire? Je m'y mets entre 2 et 3 heures. Ouais, c'est quoi, oui, une grosse plage horaire. D'accord. Oui. Ouais, Mmh ouais, mh. d'accord. Alors, Sophie, quand tu étais partie, il n'y avait plus d'écho. Tu es revenue et apparemment, il n'y en a plus. Ah oui, c'est bien ça, oui. T'as rien changé pourtant, j'imagine. Non, j'ai rien changé, non. Bon, le problème a l'air d'être réglé et si ça recommence, tu essaieras en coupant ton micro pour voir Ouais. ça disparaît. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc Virginie et Sophie, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Avant de commencer, donc aujourd'hui, c'est répondre à vos questions, l'environnement préparé, la motivation intrinsèque et l'aire de langage par rapport à la motivation. Donc du coup, motivation et l'aire de langage, on va essayer de relier ça en même temps, parce que sinon ça va faire beaucoup de sujets. Et juste avant de commencer, ma question, c'était voilà, comment vous avancez dans la formation, voilà, est-ce que vous arrivez à avancer, où est-ce que vous en êtes, enfin, voilà, savoir un petit peu comment vous vous sentez et si vous avez du feedback à m'apporter pour que je puisse continuer d'améliorer la formation. Alors moi, je Moi, vais... je Ah, bon, d'accord. Non, vas-y, il y a pas Ok. En fait, je vais être très rapide, moi. Moi, je suis en fait le mauvais élève de la promo. Le mauvais élève qui, voilà, là, je vais vraiment m'y mettre sérieusement. Et au fait, aujourd'hui, j'ai voulu m'y mettre et je n'ai pas retrouvé, ma question, moi, c'est que je n'ai pas retrouvé les mêmes repères que la dernière fois. Donc, est-ce que le visuel de la Dropbox a changé? Alors, Parce que j'avais... Non? sur la Dropbox, je ne pense pas. Ce qui a un peu changé, c'est sur mon site, quand vous vous connectez dans votre espace perso, dans le sommaire, j'ai rajouté des petits émoticônes. Mais sinon, à part ça, non. Dans la Dropbox, vous avez vu un changement? Non, il y en a... Non, mais moi, c'est peut-être, ça vient peut-être de moi alors. ça se présente pas toujours pareil sur la Dropbox. Des fois, il y a des D'accord. chapitres rajoutés qui s'affichent en premier, des fois, non. Je Ah, sais pas l'ordre quoi c'est. peut être un peu mélangé sur la Dropbox. D'accord. Ok. D'accord. Bon, bah, voilà, je vais donc m'y mettre et sérieusement. Voilà. D'accord, Anne. Euh, Virginie, tu voulais dire quelque chose? Oui, et ben, en fait, j'ai un peu de mal en ce moment à rester sur la formation parce qu'il y a des choses qui me passionnent et du coup, je me suis mise à lire plein de livres, en parallèle. Donc Ouais. c'est un tremplin, mais en fait, après, je me suis focalisée sur parce que j'avais envie de travailler sur le cerveau, donc je suis allée rechercher des livres sur le cerveau. Donc j'ai pas tellement avancé. Maintenant, j'en suis à la CNV, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la conférence de Steve Masson était extraordinaire. Du coup, je suis allée emprunter le livre sur les 7, comment est-ce qu'il appelle ça? Ah Les bah 7 mince, principes voilà, neuroéducatifs les 7 pour mieux principes apprendre et mieux enseigner. neuroéducatifs.
Voilà. Et donc là, j'ai commencé. Et ce qui fait que j'avance pas parce que j'approfondis peut-être trop, mais je suis tellement passionnée que T'avances quand même, en fait. T'avances bah quand non, pas dans même. la formation. Parce que tu vois, Oui. du coup, je suis encore bloquée sur la CNV. Donc voilà. Oui, mais si tu es en Mais train de lire le livre de Steve Masson, pour moi, t'avances. Je peux pas vous oui, faire oui, un oui, oui, mais copier-coller pas. dans la formation, tu vois. Non. Mais Ouais. c'est pour dire qu'en fait, voilà, du coup, ça prend. Parce que je pourrais choisir d'approfondir plus tard, mais du coup, j'avance pas dans le sens où je suis toujours à 57%. Ouais. Mais j'avance, évidemment, j'avance parce que c'est super chouette, quoi. Ouais. Donc, j'étais dans la communication. Enfin, j'ai quand même fait en parallèle la communication non violente, comme ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai rajouté deux, trois choses. Et notamment, je voulais, alors je les ai pas tous là, mais je voulais quand même vous montrer ces petits livres. Je sais pas si vous les voyez. Alors, Mets-les il faudrait. contre toi. Mets-les contre toi. Ouais, voilà. Alors, ils sont à l'envers là. En Tu es fait, je vais vous lire. de ton cœur. C'est Olivier. J'ai découvert ça parce que je sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec. Oui. 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 Alors, en fait, c'est cette personne-là, Olivier Clerc, qui a. Alors, je l'ai rajouté à un moment donné la Dropbox là. Parmi toutes les choses, tu demandais, tu proposais de comment est-ce qu'on pouvait envisager la bienveillance à l'école. Et donc, en fait, j'ai acheté ces 3 albums. Ce sont des albums qu'il a écrits. Et Olivier Clerc, c'est celui qui a en fait découvert les accords Toltec et qui les a traduits. Parce que c'est Miguel Ruiz qui les a, et quand on ne parle pas espagnol, enfin bref, il a traduit ça. Et il a écrit ça pour les enfants. Et c'est vraiment adapté pour la maternelle. Et en fait, c'est vraiment chouette parce que ce sont des petits personnages. Enfin, il faut que vous le lisiez. Ça commence par, c'est très explicite, tu es comme tu es. Et du coup, comme tremplin pour travailler sur les émotions et sur comment dire, sur la façon de s'accepter et la façon de gérer l'autre, je trouve ça très bien fait. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler, même si c'est pas forcément, mais comme on est quand même dans la bienveillance, l'empathie, on ne peut pas passer à côté de ça dans cette formation. Donc voilà, je me permets, même si c'est peut-être un peu hors sujet, de vous les proposer parce que c'est vraiment, je pourrais vous faire une photo si vous voulez. Il en a écrit 3 et c'est très simple. Et voilà. Donc, du coup, c'est vrai que comme je suis sur plusieurs trucs en même temps, parce que je suis sur la CNV, je suis sur là, Ouais. j'avance pas bien, mais je suis toujours Ouais. convaincue. Pour moi, Moi, tu j'aurais avances bien. Pour moi, tu avances bien. C'est juste que voilà, tu cherches aussi pas d'autres. comme je voudrais, quoi. Ouais. Je veux dire, j'avance pas bien de ce point de vue-là. Après, j'avais une petite remarque à faire, moi. C'est que parfois, ce qui me manque quand tu donnes des choses, c'est que tu cites pas toujours tes sources. Ouais, j'ai fait cette erreur-là Voilà. en Et alors, du 2019. coup, ça me manque. Mais alors, justement, c'est par rapport à l'approfondissement que je peux faire. Et voilà, c'est juste ça. Et je sais qu'il y a des choses que tu avais préparées il y a longtemps et du coup, tu ne retrouves plus forcément. Ouais. Mais moi, ça me manque un petit peu parce que j'aime bien aussi parfois retourner à la source. Je dis pas que c'est super que tu nous mâches le travail, mais parfois j'aime bien aller relire la publi ou relire le truc Ah en ouais. rapport, quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression, J'en ai conscience pour les nouveaux voilà, c'est que je ça fais, que mais j'allais te dire. quand c'est déjà fait il y a 3 ans, c'est difficile de retrouver la source des fois. C'est pas grave, mais ce que je veux Ouais. dire, c'est que là, Ouais. pour la suite, Ouais. effectivement, mais il y a peut-être des choses que tu pourras retrouver Oui. qui tilteront, quoi, voilà. Enfin, c'était juste la petite remarque, mais c'est peut-être que moi, hein, je veux dire, après, Non, mais c'est chacun intéressant. travaille à sa façon, hein, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai entendu un, un reportage je pourrais vous envoyer le lien d'une psychiatre enfin les psychologues qui intervenaient sur l'éducation des enfants. Et moi, j'étais un petit peu choquée de la façon dont elle traitait Elisabeth Guéguen, Catherine. notamment Catherine. Catherine. Je sais pas pourquoi je l'appelle Elisabeth, la peau. Enfin bon, j'aime bien ce prénom aussi, mais bon, Catherine Guéguen. Et elle disait qu'elle n'avait pas de légitimité parce qu'elle n'était pas psy. Et elle a cassé plein de. Enfin bon, elle parlait. Bon, voilà. Je vous enverrai le lien si vous voulez
parce que ça vaut le coup quand même d'avoir un autre point de repère. Et en disant qu'on demandait aux parents d'être trop parfaits, j'étais un petit peu choquée justement. Et je trouve que c'est intéressant aussi parfois d'avoir des sources contradictoires. Mais c'est vrai que quand on parle, si on n'est pas sûr de nos sources, je pense qu'on peut bien se faire coincer parfois par des gens qui sont très, très obtus, très fermés. C'est ça. Voilà. Et moi, j'en ai pris conscience pendant mon DU l'année dernière, mon DU en neuroéducation, que même des études scientifiques qui ont été faites voilà, avec un nombre de personnes conséquent, il faut toujours garder notre esprit critique et de se dire, voilà, est-ce que si là, je refaisais la même étude, j'obtiendrais les mêmes résultats? Et là, on parle d'études scientifiques, alors que des fois, il y a des auteurs, des médecins voilà, qui parlent sans avoir fait sans que ça ait été prouvé par des études. Donc, je pense que c'est ce qu'on lui reproche, justement, voilà, par rapport à tout ce qu'il y a sur le cerveau, alors qu'elle est médecin quand même. Bah Mais oui. on lui reproche, en fait, c'est comme j'ai compris pourquoi il y avait tant de haine contre Cécile Alvarez. Céline. Céline Alvarez, j'ai un problème avec les prénoms ce soir. Et notamment quelqu'un que je trouve assez respectable et dont j'ai lu le livre, là, Olivier, alors c'est peut-être pas encore Olivier, enfin en tout cas c'est Oudé, voilà. Et j'ai lu son livre là sur l'école et l'éducation. Alors le titre exact, c'était, je ne sais plus où est-ce qu'il est, il est encore dans les parages, enfin bon, c'est celui sur l'éducation, la neuroéducation, voilà, de Freinet en passant par Montessori. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que elle n'a pas pris, comme ce que font les scientifiques et les chercheurs, elle n'a pas pris de classe témoin et en fait, on ne peut pas décorréler ce qu'elle a fait de certaines choses. Par exemple, on sait que c'est quand même l'amour que l'enseignant dégage et transmet aux enfants qui peut aussi jouer beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être hyper motivés par telle ou telle matière. Et on sait que c'est parce que c'est aussi l'enseignant qui y croit et qui dégage quelque chose. Et donc, ce qu'on lui reproche, c'est que peut-être que scientifiquement, c'est pas, enfin, on dit que c'est pas prouvé. Après tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle continue à faire, voilà. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas de classe témoin et qu'elle n'a pas de, elle ne peut pas comparer. Voilà. C'est ça. Pas de groupe contrôle. Voilà. Ok. Bon, Ok, enfin, merci. Voilà. Je ferme la parenthèse. Mais ça, tu vois, ça, c'est le genre de conversation qui serait super intéressante de partager sur le groupe WhatsApp pour le faire vivre un peu au quotidien. Tu vois, quand tu découvres des choses comme ça, partage-nous-les. Même en audio, je vois que vous n'osez pas trop faire d'audio, mais c'est tellement plus rapide que d'écrire des fois. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager des choses comme ça. De quoi? Par rapport à ce que j'ai lu là, Mais je peux vous envoyer sur le groupe là. Voilà, quand tu as des... C'est sur chez France Inter, c'était, voilà. Mais je vais vous l'envoyer. Mais moi, ça ne m'a pas plu, mais il y en a qui ont accroché dans le groupe Public Montessori. Moi, je n'ai pas compris en quoi ils accrochaient. D'accord. C'est des petits débats qui seraient intéressants voilà, sur le groupe. Je ne sais pas si ça vous intéresse, en fait, parce que par rapport à votre cheminement, je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Moi, je ne veux pas non plus vous inonder. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les collègues, là? Ça vous intéresse ou pas, quoi, ce genre de choses? En fait, c'est pas inondé parce qu'après, on prendra ce qui nous intéresse. Hein. Et le tout, c'est, moi, je suis d'accord qu'on puisse partager comme ça des choses et au fur et à mesure de cheminement de chacune. Et ensuite, en fonction de là où on en est, soit on le met de côté, ça nous fait une petite référence qu'on met de côté, qu'on se dit, voilà, un petit peu plus tard, j'y reviendrai. Moi j'aime beaucoup, voilà, j'ai toujours des petites choses de côté pour pouvoir avancer dans les différents domaines, quoi. Enfin, moi, les neurosciences, ça fait déjà longtemps que je m'y suis intéressée, mais là, je fais un break et je suis partie sur autre chose, mais voilà. D'accord. C'est toujours intéressant, voilà, même si on n'a pas le temps sur le moment, on se le met de côté. D'accord, bon, ok, alors. D'accord. Les autres, je ne sais pas si ça vous convient aussi. Hein. Oui, je vous enverrai quelques petites choses. Voilà, mais c'est ça. Oui. Florence et Sophie, rapidement, est-ce que vous voulez me dire un peu comment vous vous sentez par rapport à la formation? Voilà, juste rapidement, savoir si tout va bien, si vous avancez, si... Ouais, moi je pensais, je trouve que j'avance pas très vite, mais c'est un peu comme Virginie, si on veut vraiment bien le faire. Et du coup, je sais pas où mettre la limite parce qu'en même temps, je vois que le temps passe et j'ai envie d'avancer.
Et voilà. Après, vu que je ne suis pas sur le terrain, des fois, c'est une petite frustration. Enfin, des fois, je vais en stage où j'ai des interventions, mais voilà, moi, c'est assez positif, avoir cette gestion du temps, puis même sans travailler. Bon, après, j'ai 2 enfants toute seule, donc c'est vrai qu'après l'école, je suis assez prise, quoi. Ouais, Et je fais 2 autres formations en même temps, donc c'est voilà, arriver à trouver l'équilibre. Mais j'ai pas tant avancé que ça. Je pensais que j'aurais avancé plus, quoi, à la date. d'accord. Mais j'avance, comme tu dis à Virginie, j'avance quand même. C'est peut-être décider d'approfondir plus tard, quoi. Mm. Et puis, si on veut vraiment faire, comme tu dis, revenir dessus pour que ça rentre bien dans la mémoire et tout, ça prend quand même vraiment du temps. Ouais, ouais. Mm. Merci. Voilà. Et toi, Florence? Moi aussi, je rejoins un petit peu ce que disaient mes camarades. Donc, j'avance aussi parfois lentement, je trouve, parce que je suis obligée de… Des fois, tu sais, quand tu marques le nombre de temps, 90 minutes ou 60 minutes, moi, je suis toujours au-delà, voire parfois des journées. Donc, des fois, je me dis, ah ou quand même. Mais voilà, j'ai besoin de ce moment-là pour vraiment approfondir, revenir. À un moment donné, je crois, je ne sais plus dans quelle leçon… il y avait, je crois que c'était un podcast avec quelqu'un que tu interviewais et qui avait parlé d'Hélène Lubienska. Mhm. Ça m'avait beaucoup interpellée. Donc, tu vois, j'ai acheté les bouquins aussi, j'ai lu. Donc, du coup, voilà, là, je viens de finir la première partie. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce système où il y a des quiz, où on peut voir aussi des vidéos. Ça me motive aussi. Ça permet un élan, ça permet de souffler, de changer, d'avoir envie de voir ce qui va arriver. Mm. Donc ça, c'est… Moi, je me sens confortable D'accord. là-dessus et avec envie aussi, voilà, d'approfondir. Parce que c'est vrai que ça a été un impact pour moi de découvrir. Je ne connaissais pas du tout Montessori. Voilà, l'environnement préparé, la discipline intérieure avec la liberté, tout ça. Voilà, c'était des notions, je n'avais pas fait le lien entre elles, en tout cas. Voilà, Ouais. donc c'est quelque chose que j'ai besoin d'approfondir. Et comme ça m'intéresse, du coup, voilà, à chaque fois il y a une référence ou autre, c'est vrai que je vais voir le bouquin, je lis, et ça me prend du temps. Alors, je viens juste de finir que la première partie, je n'ai pas encore commencé les neurosciences. Ouais. Mais moi, je trouve ça super positif, en fait, que vous vous limitiez pas à la formation et que ça vous donne envie d'aller lire le livre de Steve Masson, lire sur Hélène de Lubienska. Enfin, voilà, tous ces ponts, en fait, sont super intéressants, quoi. Mm. Après, la question que je me pose, et j'arrive pas vraiment à trancher, c'est est-ce que le fait que la formation soit disponible à vie, qu'il n'y ait pas de date de fin, c'est une bonne chose ou pas? Parce que d'un côté, je me dis, il faut vraiment du temps pour tout consolider, retourner voir des choses. Mais est-ce que si c'était plus structuré avec, si je vous avais dit pendant ces 15 premiers jours, vous avancer sur telle leçon, les 15 prochains jours, telle leçon, est-ce que ça vous aurait aidé ou freiné? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'aurait pas aidé. Ok. Le cadre Moi aurait non été plus, hein. trop cadré, quoi. Mm. Trop restreint. Mais ça va pas avec ce que trop ce que riche. tu nous proposes, en fait. On doit Ouais, avoir le choix. ouais. Le Le choix de choix notre d'avancer de organisation, votre le choix de… rythme. Voilà. Si on Ouais, n'a pas le choix, ça devient trop scolaire. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mm. Et à Ok. la fois, il y a peut-être des personnes aussi qui ont besoin aussi d'être… Alors moi, je ne dirais pas ne pas avoir le choix, mais quelquefois, moi, je sais que j'ai besoin d'un petit boost. Parce Mm. que bon, c'est vrai que je fais beaucoup de choses à côté. J'ai ma classe, je suis moi-même formatrice. Je me suis engagée dans une formation avec le RI. Je ne sais pas si vous connaissez, RYE. Le RI, c'est Pareil. la formation du yoga dans l'éducation. Génial. C'est là que j'ai entendu parler justement des accords Toltec. Et donc, voilà, je jongle entre tout ça. Et à la fois, j'avais fait ma formation Montessori il y a 4-5 ans. Mais voilà, j'ai besoin de ce… Moi, j'ai personne autour de moi qui fait du Montessori. J'ai essayé de participer à Public Montessori sur Paris, mais ça ne m'a pas du tout plu. Il y avait beaucoup trop de monde et je ne m'y suis pas retrouvée. Ah bon? Bah, ça a changé alors, hein. Ben, voilà, peut-être que c'est mon caractère, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé mon équilibre. Les gens se connaissaient et j'ai pourtant insisté Ah, 2-3 séances et j'avais d'accord. vraiment pas
l'impression d'être intégrée. J'ai vraiment pas aimé, en fait. Hein. Et Et c'était quand ça? mais ça remonte maintenant. C'était avant le Covid. Hein. D'accord. Parce qu'on ne s'est Voilà. pas croisés, il me semble pas. Je me souviens Non, pas. moi Hein, non plus. parce qu'il y avait beaucoup de monde, alors je ne me souviens pas. Ouais. Et puis après, il y a eu une personne qui a monté une antenne dans mon département, mais ça n'a duré qu'1 an. Enfin. Et effectivement, on se retrouvait à 4-5 et là, j'y retrouvais mon compte. Hein. Ouais. Donc peut-être que j'ai aussi, voilà, j'ai besoin d'être coucounée. Ouais. Donc je dirais que je suis des fois mitigée et que j'aime bien que quelqu'un me dise, bon alors là, allez, faut y aller. Sans, voilà, je ne le prends pas comme on m'impose, hein, mais voilà, j'ai besoin qu'on Une invitation à se mettre en route. voilà, qu'on m'emmène, qu'on me prenne. D'accord. Et alors, je marque ça. Oui, parce que je voulais vous poser la question, parce que sur la Dropbox, je ne vois pas beaucoup de commentaires. Alors, des fois, ça peut arriver d'en rater, hein, parce que c'est bizarre, je n'ai pas de notifications et des fois, je les vois, des fois, je ne les vois pas. Mais voilà, je ne vois pas beaucoup de commentaires dans la Dropbox. Et est-ce que vous lisez aussi les commentaires des autres, des personnes d'avant, enfin, des enseignantes avant qui avaient marqué tout ça pour pouvoir. Est-ce que ça vous aide les commentaires des autres? Parce que moi, ce côté apprentissage entre pairs, j'étais vraiment super. Je me dis, ouais, avec la Dropbox, l'apprentissage entre pairs, ça va être super. Mais je me demande si vous participez vraiment. J'ai l'impression que vous avez plutôt besoin de ce truc intérieur, là, je sais pas comment dire, que plutôt que d'être dans le partage extérieur. Florence, je vois que tu souris. Oui, c'est un peu la sensation que j'ai là. Pour l'instant, j'ai besoin vraiment d'intégrer tout ce que je reçois avant de pouvoir faire les commentaires. Tu vois, par exemple, je marque les idées sur mon cahier et je me dis, bon, ben ça, quand je l'aurai un peu maturé, je pourrais peut-être le remettre, tu vois, mais là encore, je n'ai pas l'élan de. Enfin, c'est trop tôt pour moi, là. Ouais, d'accord, ok. Alors, si ça vous va, on commence par les questions. J'en avais qu'une, c'était celle de Cécile, mais du coup, on va quand même lui répondre et partager notre expérience, comme ça, elle pourra écouter le replay. Donc, sa question, c'était, je me demande si pour les enfants HP, ils ont besoin de refaire ou si une seule présentation leur suffit. Alors, Ingrid, je pense qu'elle a été perturbée. Je relis la question. Je me demande si pour les enfants HP, ils ont besoin de refaire ou si une seule présentation leur suffit. Alors, vous avez un avis là-dessus, envie de répondre à Cécile? Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu les enfants potentiels? Oui, moi j'ai eu l'occasion d'en avoir dans ma classe. Hein, et au niveau des. En fait, ce que j'ai du mal à cerner, c'est que sa question, je la vois pas spécifique au potentiel, mais un peu à beaucoup d'enfants, pas spécialement au potentiel. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir besoin qu'on présente plusieurs fois et d'autres non. Maintenant, est-ce qu'un haut potentiel a besoin? En fait, tout dépend, il faut l'observer, je pense. Hein. Il faut observer ce qu'il fait, il faut observer. Effectivement, pour certains sujets, il va capter un petit peu plus vite. Hein. Mais Après, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport au potentiel, parce que j'en accompagne plusieurs jeunes de ce type de profil, même s'ils ne vont pas tout de suite devoir refaire toujours la même chose. Et en fait, à partir du moment où ils sont dans une répétition, ça devient du travail et ça n'a pas de sens pour eux parce que ce n'est pas forcément des choses qui vont leur parler. Ils sont plus à l'aise, enfin, en tous les cas, les différents profils que moi j'accompagne, hein, sur la notion d'avoir un projet en fait. Et si par exemple ils ont le projet je sais pas, de construire une maquette, enfin de construire une maquette en Lego, du coup là ils vont pouvoir articuler différents savoirs, différents apprentissages pour accéder à leur projet, mais sur des apprentissages plus répétitifs, il y a la question de l'ennui qui peut venir et du coup du décrochage en fait. Alors c'est ma lecture éducatrice spécialisée, hein, mais moi j'ai pas rencontré ça personnellement. Coller sur toute la pédagogie, je sais pas. Virginie?
Virginie, tu disais? Pardon, oui, j'avais plus le micro. Moi, j'ai pas rencontré ça. J'ai eu souvent des enfants qui étaient HP, mais on le découvrait en grande section. Et après, on se retrouve avec la problématique de leur faire sauter une classe. En fait, je pense qu'un HP, il a besoin d'être nourri, tout simplement. Mais comme tous les enfants, j'ai envie de dire. Et je rejoins ce que vous disiez, hein, l'observer. Après, c'est sûr qu'il y en a un bon, qu'il est depuis la petite section. À la fin de la petite section, il lisait, mais il se passionne pour des choses. Et du coup, il n'y a pas tant de répétition que ça, parce que quand vous prenez les pochettes de lecture, par exemple, puisqu'on va parler après du langage, il va faire la première et puis il va continuer, il va faire la deux. Il va pas avoir l'impression de répéter finalement, parce qu'il va découvrir d'autres choses. Puis après, il va prendre des livres. Puis après, je sais pas, là, par exemple, il a pris, il n'a pas voulu, il n'a pas fait énormément de choses dans sa matinée aujourd'hui, au sens où il n'a pas pris beaucoup, mais il s'est focalisé sur un livre documentaire nouveau dans la bibliothèque, Les dinosaures, et j'ai vu, il lisait entièrement. Et pour moi, c'est du travail. Enfin, je sais pas comment on va définir ça. Moi, j'appelle pas ça du. On joue pas dans ma classe, on travaille. Moi, je vois pas. Enfin, pour moi, c'est un mot important, quoi. Le travail, voilà. Enfin, je sais pas. Après, il y a tellement de profils d'HP que c'est un peu compliqué, effectivement, de répondre à cette question. Pour en avoir 3 à la maison, moi, j'ai 3 garçons HP. Ils sont tous les 3 hyper différents, en fait. Mais effectivement, j'ai souvent ce que tu dis. Ce qui revient souvent chez mes garçons, là, mes enfants, c'est qu'ils s'ennuient à l'école. Effectivement, ils s'ennuient. Mais ils s'ennuient peut-être parce qu'on leur propose pas ce qui leur convient, parce qu'ils s'ennuient pas à la maison. Donc, voilà. Et alors, effectivement, refaire la même chose, il y a beaucoup d'enfants qui ne voient pas d'intérêt à refaire la même chose. Ça, je vous rejoins complètement. Mais Et est-ce pas que c'est pas forcément parce qu'on HP. leur a pas proposé le... Oui. Ou alors, c'est qu'en fait, moi, quand je vois ça, je me dis, j'ai pas proposé le bon atelier. Et comme Oui, dit voilà. Maria Montessori, ne jamais cesser de présenter des ateliers. Et donc, ça veut dire que là, pour moi, je devais pas être au bon... Soit j'étais pas dans la bonne période sensible, soit j'étais pas j'étais pas au bon endroit et je me suis trompée, je me suis pas rendu compte que il en était plus loin ou que c'était pas du tout ce qui l'intéressait. Enfin, moi, j'ai tendance à me dire ça. Après, il y a des enfants qui ont beaucoup de mal, qui sont en errance dans la classe, et ça, c'est toujours notre plus gros problème, en fait, c'est d'arriver à trouver ce qui leur conviendra. Mais je sais pas. Enfin, voilà, peut-être que la question, ce serait de préciser ce qu'elle entend par HP, peut-être. Mais je vous rejoins dans le sens où tous les enfants sont différents, en fait. Même s'ils ont ce point commun d'être au potentiel, ils sont quand même tous différents. Donc, voilà, c'est pas, on peut pas répondre oui ou non. Enfin, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Il faut... Et c'est justement, comme tu dis, Anne, c'est par l'observation qu'on peut aussi, voilà, trouver un peu des pistes, quoi. Voilà, ouais. Donc, pour répondre précisément à sa question, oui, quelquefois une présentation suffira. Et puis, quelquefois, il y a quand on monte en complexité, il y a quand même des présentations de plateaux qui deviennent beaucoup plus complexes et qu'on ne fait jamais du premier coup. Là, je pense, j'ai plus le nom parce que pour l'instant, on n'est pas dedans, on est en début d'année. Mais l'assemblage des formes, c'est comment déjà? Enfin, des formes géométriques. Les triangles constructeurs? Tout ce Non? qui, voilà, les triangles Les triangles constructeurs et tout constructeurs? ça. Il y a plusieurs étapes dans la présentation, ce que je m'en souviens. Et du coup, on peut dire qu'on va présenter plusieurs fois, mais à chaque fois différemment. Voilà. Mais c'est à chaque fois pour accéder à une autre notion, en fait. Une compréhension plus profonde et on va un peu plus loin à chaque fois. Tension plus profonde, voilà, c'est pour aller un petit peu plus loin. Ouais. Ok. Et puis aussi, l'enfant, on peut le solliciter pour expliquer les choses aux plus petits, présenter l'atelier. Et là, il n'y a plus d'ennui dans la mesure où il est en train de structurer ses connaissances, mais en faisant quelque chose pour un autre. Donc, il transmet un savoir et peut-être que là, il ne le vivrait pas comme une répétition, mais plus comme transmettre quelque chose. Ça peut être une piste aussi, peut-être. Pour un enfant qui ne peut pas répéter les choses, lui proposer de le faire dans un autre contexte.
Et en présentant un matériel à un autre enfant, il va peut-être se rendre compte, ah bah non, finalement, il me manque des morceaux du puzzle, là, je n'arrive pas aussi bien que je l'aurais cru. Exactement ce que tu disais, Ingrid, je crois, tout à l'heure. J'en parle à mes collègues. Et ben du coup, quand on en parle, et ben, on se rend compte, ah, mais il me manque un petit bout, là, mon explication, elle n'est pas très claire, il me manque un petit morceau. Ouais. Ok. Alors, je vous propose qu'on enchaîne avec la... Ah non, pas tout de suite la motivation intrinsèque. Déjà, l'environnement préparé. Je crois que je vous avais fait la proposition sur WhatsApp qu'on commente les photos Alors, je les ai peut-être pas toutes, les photos, mais en tout cas, dans les photos qu'on a reçues, qu'on les commente. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de faire plein de commentaires sur ces photos, mais j'ai pas envie de le faire tant que vous ne l'avez pas fait, en fait. J'ai envie de vous laisser commencer. Alors, quand je dis commentaires, ça peut être des questions aussi. Mais moi, j'ai repéré plein de choses dans vos environnements préparés et des choses que j'aimerais comprendre, approfondir, donner mon avis. Mais voilà, j'aimerais bien que vous le fassiez aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous conviendrait de retourner dans le dossier de la Dropbox et puis de commenter, alors pas forcément chaque photo, mais quand vous avez quelque chose à dire? Oui. Ouais. Ok. Parce que voilà, je trouve que c'est intéressant de continuer quand même de travailler sur l'environnement préparé, même quand on n'est pas en visio, en fait. Voilà. J'avais une idée, mais je ne sais pas si elle est jouable, enfin si c'est jouable ou pas. Je me dis que grâce aux photos que vous avez envoyées, ça nous a permis de voir un peu ce que vous vivez au quotidien, même si voilà, même si on n'est pas là, on n'est pas dans la classe en même temps que vous, on voit quand même un peu, on imagine un peu ce que vous vivez avec l'environnement de la classe. Est-ce que faire de l'analyse de pratique, ça vous intéresserait? Alors pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport au droit à l'image, je m'étais dit que si par exemple, Virginie, voilà, on part là-dessus, tu filmes un quart d'heure ta classe, mais par contre, on ne fait pas de replay ce jour-là et tu ne m'envoies pas la vidéo, c'est toi qui la possèdes, tu vois, comme ça, il n'y a pas de problème de droit à l'image. Et on analyse, je sais pas, on regarde 10 minutes, un quart d'heure d'un moment que tu as filmé. Et après, voilà, on essaye de comprendre, de dire, ah, est-ce que vous avez observé tel enfant, enfin, comme de l'analyse de pratique en fait. Alors, je ne l'ai jamais fait, mais l'idée me paraissait intéressante. Donc, je ne sais pas si ça vous tenterait là pour peut-être sur les dernières visios. Ah oui, donc en fait, il faudrait qu'on filme, mais ça serait un moment où il n'y a pas de présentation en fait. On filme les enfants qui sont en train de travailler dans l'environnement. Enfin, C'est ça, le caméscope ou le téléphone, je sais pas, enfin, dans un coin pour avoir une belle vue d'ensemble. Voilà. Pour analyser après cette vidéo et de voir est-ce que vous avez vu que cette petite fille, voilà, elle est restée attentive sur son travail, elle n'a pas bougé pendant le quart d'heure, même quand il y avait du monde qui passait autour d'elle. Enfin, voilà. Après, peut-être que, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? oui, ce serait une bonne idée, oui. Pour les dernières visios, voilà, je sais pas si ça vous paraît. Voilà. Et si on fait comme ça, il n'y aurait pas de problème de droit à l'image. Du moment que vous gardez la vidéo, qu'on la partage pas, qu'on fait pas de replay, Oui, voilà, il n'y oui, aurait c'est pas de ça. problème. Oui. Bah oui, parce que de toute façon, on reste, c'est nous qui la possédons. Donc, Voilà, une fois qu'on l'a montré, qu'on a analysé, après, c'est terminé. Oui. c'est ça. On la partagerait pas autrement, quoi. Ok. Mm. Ok. Alors, Ingrid, tu nous as proposé qu'on échange sur la motivation intrinsèque. Et tu avais posé deux questions. Comment réagir quand un enfant nous demande si on trouve que son dessin est beau et qu'il insiste? Alors, j'ai pensé à toi cet après-midi parce que moi, Valentina n'a pas insisté, mais elle m'a dit, est-ce que tu trouves beau mon dessin? Alors, qu'est-ce que vous répondez quand un enfant cherche voilà, à avoir votre validation? Ben, moi, je lui réponds tout de suite. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Ouais, d'abord? moi aussi. Tu vois, c'est important. Est-ce que toi, tu es content de ton dessin? Enfin, est-ce que tu es satisfait de ton travail? Est-ce que ça t'a donné de la joie dans le cœur? Est-ce que voilà. Enfin, Ouais. Bon, bah super, hein. Question suivante. Non, mais on est toutes d'accord sur le Ouais, fait. non, mais je suis d'accord aussi, c'est ce que j'avais répondu, enfin, ce que j'ai un petit garçon dans la classe. alors après, oui. Après, voilà, toutes les réponses là. Mais toi, est-ce que tu le trouves beau?
Alors, et c'est difficile à un moment donné de toujours éviter sa demande qui est adressée sur mes affects à moi aussi, en fait. Mais c'est vrai que, bon, oui, je comprends ce que tu veux dire, Ingrid, et oui, effectivement, ça m'arrive. Hein. Mais moi, je suis partie aussi dans l'idée que je reste aussi, malgré la formation Montessori, je reste moi-même et je reste naturelle en disant, tu veux que je te donne mon avis. Hein. Voilà, donc tu as envie que je te donne mon avis, je vais te donner mon avis. Donc, effectivement, j'aime et je vais lui donner, je vais bien lui faire comprendre, tu vois, ça c'est mon avis. Avant, je lui ai demandé son avis à lui, mais si effectivement l'enfant insiste, je vois pas pourquoi on va pas lui répondre. Il a besoin aussi d'avoir. Puis je dis, tiens, tu pourrais aussi avoir l'avis d'un camarade, hein. Va lui demander, ou l'avis de la SEM, et tu auras plusieurs avis, lui faire comprendre qu'en fait, voilà, peut-être que tu as envie d'avoir plusieurs avis sur ton dessin ou sur ton activité. Parce que là, tu prends l'exemple du dessin, Ingrid, mais moi, ça m'arrive que des enfants viennent me voir. Est-ce que tu penses que j'ai bien travaillé? Est-ce que tu penses que j'ai bien travaillé? Tu m'as vu travailler, tu m'as vu faire ce plateau. Est-ce que tu penses que c'est bien? Donc, c'est un peu le même principe, quoi. Donc, voilà. Après, je pense que si c'est un enfant qui est vraiment en recherche d'attention, de besoin de reconnaissance, on peut basculer aussi peut-être sur la CNV en verbalisant son besoin, même en le visualisant, en méthode d'espoir, en visualisant, et qu'il prenne conscience aussi que son besoin, là, il est extérieur à lui et qu'il peut peut-être se le nourrir lui-même petit à petit. Quoi. Ok. Mais vous, si par exemple, l'enfant demande votre avis, ça ne vous choque pas de lui dire ah ben moi j'adore le orange et je vois qu'il y a beaucoup de orange sur ton dessin, donc voilà, ce serait pas. Non, c'est pas. Ouais. Ok. De la même façon que moi, ça peut m'arriver de dire voilà, toi, là, tu as pas mis beaucoup de couleurs. Moi, j'aime bien quand il y a de la couleur, mais tu sais, c'est mon avis à moi. Voilà, c'est tout. Mais toi, je comprends que tu aimes si bien. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est important. Je sais pas, hein, mais je pense au fond de moi-même que c'est important aussi de dire vrai à l'enfant. Je ne veux pas lui cacher que je n'aime pas son dessin ou ses couleurs. Hein. Voilà, mais. Et puis, ça ne veut pas dire être malveillant. C'est juste être. Enfin, bon, c'est mon avis, c'est peut-être être juste dans la vérité. Et je pense que les enfants ont besoin de vérité. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise voilà, qu'on fasse semblant d'eux. Moi, j'aime pas le semblant d'eux. Hein. J'aime pas. J'ai l'impression de ne pas être honnête avec mes élèves si je fais semblant d'eux. Voilà. J'aime bien être dans la vérité parce qu'en même temps, je voudrais transmettre aux enfants que c'est important d'être dans la vérité. Hein. C'est important, voilà. Moi, je te rejoins. Après, je pense qu'on a encore un rôle d'observation parce que les enfants, ils sont quand même dans notre société beaucoup construits avec des motivations extrinsèques, avec le regard de l'autre, le jugement, et voir si dans sa demande, c'est vraiment une attente pour estimer sa valeur par rapport à l'autre ou si c'est une envie de partage. Quoi. Oui. Je ne sais pas si c'est clair. Si. C'est pour ça qu'avant de donner mon avis, je vais creuser, comme disait Ingrid, quoi. On va creuser avant, on va déjà essayer de savoir lui où est-ce qu'il en est par rapport à ça. Moi, je ne vais pas donner. C'est vraiment quand Ingrid dit et qu'il insiste et qu'il insiste et qu'il insiste. Et je te rejoins, Sophie. Voilà, dans ce temps-là, je pense que c'est important d'utiliser la CNV pour voir son besoin. Parce que s'il insiste, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un besoin là, il y a quelque chose à traduire. Voilà. Ok. Ingrid, tu avais demandé aussi quels outils un enseignant a à sa disposition pour mettre cette posture au travail. Alors, je veux bien que tu nous reformules un peu. J'ai noté les choses, mais je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Vu qu'on parlait de motivation intrinsèque, quels outils un enseignant a à sa disposition pour mettre cette posture au travail?
Je questionne. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai ma connexion qui est vraiment pas très bonne. Là, ça va. Ouais. C'est juste que je faisais le lien. Enfin, voilà, pour moi, être enseignante, c'est nouveau. J'ai commencé qu'en septembre. En tant qu'éducateur, tu parlais d'analyse des pratiques. Moi, je fais de l'analyse des pratiques et de la supervision tous les mois avec un psychologue pour m'aider justement à ajuster ce qui se joue de moi dans la relation avec le jeune que j'accompagne pour être au plus juste de l'enfant que j'accompagne. Et dans ce type de posture, du coup, je me surprends souvent à quand même à dire à être quand même dans du côté, enfin, dans ce que j'ai compris de ce qu'expliquait Steve Mason, ou Masson, je sais pas comment on dit, sur la question de la reformulation, quand elle est connotée et que c'est pas purement de l'observation, on va effectivement rentrer dans un renforçateur un peu plus extrinsèque. Et j'ai encore du mal à être neutre dans mes retours, quoi. Donc, souvent, je suis là, ouais, super. Voilà, je joue ce que je vis, quoi. Ok. Mince, j'ai perdu la page que j'avais sous les yeux. Elle était là. Mince, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà, elle était là. Moi, du coup, j'ai essayé de répondre à ta question. Quels outils a un enseignant quels outils un enseignant a à sa disposition? Et du coup, j'ai regardé à nouveau la vidéo de Steve Masson sur la motivation. Vous l'avez vue, du coup, celle-là? Oui. Ouais. Et du coup, j'ai noté avoir un état d'esprit dynamique. Est-ce que ça vous parle, ça, l'état d'esprit dynamique? Oui. Oui. Ouais. Voilà, le fait de toujours croire qu'on peut s'améliorer et que voilà, il n'y a pas de limite, quoi. On peut toujours s'améliorer. J'avais marqué proposer des tâches ni trop faciles ni trop difficiles. C'est ce qu'on disait juste avant là. Parce que voilà, pour que l'enfant soit motivé, si la tâche est trop facile, forcément, il n'y aura pas de motivation. Si la tâche est trop difficile, non plus. Donc ça, c'est vraiment le plus difficile, en fait. Trouver quelle présentation va être la plus adaptée en fonction de l'enfant. Et même quand on connaît l'enfant, j'imagine que quand vous le retrouvez après un été entier, en septembre, voilà, il n'a pas arrêté de grandir hein, pendant 2 mois. Donc, voilà, les enfants continuent d'évoluer. Et donc, voilà, toujours réussir à proposer la tâche idéale. C'est pas évident, mais c'est important pour la motivation intrinsèque. Et j'ai mis notre attitude et nos paroles. Il disait éviter d'attribuer le succès au talent. Il faut éviter de dire bravo pour ton excellente performance. Tu es vraiment bon, tu as du talent. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas tout le monde qui peut être bon dans ce domaine, tu as d'autres forces. Voilà. Donc, non, éviter d'attribuer le succès au talent, éviter d'attribuer le succès à l'effort aussi. Parce que des fois, ils vont faire un effort, mais ils ne vont pas atteindre voilà, ce qui se souhaitait. Donc, bravo pour ton excellent résultat. Tu vois, en travaillant fort, on obtient des résultats. Bah non, des fois, on travaille fort et on n'a pas les résultats escomptés. En fait, ce qu'il disait, c'était d'insister sur des choses où on pouvait avoir un contrôle, qu'on pouvait faire évoluer. Ouais. Sur la stratégie, il parlait du processus. Oui, c'est ça. Donc, l'effort associé à une stratégie de travail. Ouais. C'est ça. Et quelque chose où on peut intervenir dessus pour le changer. Quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, vous avez... Quand il est dans un effort qui ne fait pas avancer, il ne peut pas changer, il peut toujours forcer plus. Et... Oui, tu veux dire que c'est effort plus les bonnes stratégies. Stratégie. Ouais. Voilà, effort, il me semble avoir compris, bonne stratégie, c'est ça. Et justement, j'avais noté, est-ce que comment vous définissez la motivation? Là, vous arrivez en une phrase à la définir parce qu'en fait, je trouve que c'est super important de réussir à dire ce qu'est la motivation en une phrase. Mais tu y es presque, hein, tu y es presque. C'est la volonté d'agir pour atteindre un but. C'est ce qu'il dit. Hein. Oui, c'est ça. C'est la volonté d'agir pour atteindre un but malgré
les efforts qu'il faut fournir, justement. C'est ça. Et tu C'est l'as ça. sous les yeux, Virginie, ou tu t'as retenu? Bah, je l'ai appris, quoi, ouais. J'ai appris je la trouvais très bien, en fait, donc c'est pour ça. Et à ce propos, moi, je voulais vous dire que j'avais beaucoup évolué dans ma classe. Avant, je prenais des photos des produits finis. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé de ça. Non. Et en fait, maintenant, j'ai complètement arrêté. Je prends toujours des photos des enfants en train de faire. Et ça a énormément changé la posture de l'enfant, en fait. Parce que je lui dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu cherches, c'est quand tu essayes. C'est pas forcément quand tu as réussi. C'est vraiment, voilà. Et du coup, avant, il venait me chercher pour que je prenne la photo. Ça y est, j'ai fini mon cube binôme, etc. Et en fait, du coup, c'était As2, parce qu'ils savent que je mets la photo dans le cahier. Enfin dans le classeur. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'en faisant l'année suivante, j'ai arrêté de faire ça. J'ai dit, bah, je vais maintenant, ça m'intéresse toujours ce que vous faites, mais ce qui sera intéressant dans votre classeur, c'est quand vous êtes en train de faire. Comme ça, vous pourrez peut-être aussi expliquer à vos parents ce que vous faites et en parler. Et voilà. Et du coup, finalement, quand j'observe, parfois j'observe à travers mon appareil photo et je les prends en photo en train de faire. Et je trouve que ça a relancé la motivation d'une certaine façon. Alors peut-être que c'était pas ça, mais en tout cas, ils ont un regard différent maintenant sur la poursuite. Alors évidemment, ils vont au bout, hein, bien entendu. Mais en fait, je vais pas valoriser le résultat, mais plus ce que vous disiez, la stratégie pour y arriver. Ouais. Je trouve que ça envoie vraiment le message de c'est pas le produit fini qui compte, mais tout le parcours, les efforts que tu vas faire et puis ça valorise l'erreur en fait. Parce que même C'est si tu as ça. une erreur, tu fais ta photo quand même. Et pensez à nous en tant qu'adultes. Enfin, moi, je le faisais avec mes ateliers. C'est pareil, quand je partageais des photos des ateliers sur Facebook, je ne mettais pas une tour rose toute, toute bancale et tout. Je la mettais pas en photo. Et c'est Chloé Lamoureux qui fait ça, en fait, qui met des photos de sa classe sur Instagram, des photos de choses, je ne sais pas rater le bon mot, voilà, où l'enfant est en train d'apprendre et c'est pas, le résultat n'est pas encore ce qu'il pourra être dans quelques mois. Mais je trouve que ça change complètement ouais, ça change en fait notre. J'arrive pas à l'exprimer. Quelqu'un veut essayer. Enfin, Ça change notre regard et ouais, ça change notre regard, ça change aussi le regard de l'adulte parce que quand on met dans un classeur, quand on met une tour bancale, une tour rose bancale, bah, enfin voilà, après il n'y a pas écrit je sais faire la tour rose comme nous demande l'institution, hein, parfois il y a écrit je m'entraîne à réaliser la tour rose. Voilà, je ouais. m'entraîne. Je trouve que c'est valorisant pour les enfants aussi parce qu'ils peuvent voir leur progression. Si on C'est ça. prend que le produit fini, bah, ils oublient aussi qu'il y a un côté planification pour arriver aussi à un résultat. Et je trouve ça chouette parce que, ils se commentent aussi de dire ah bah là, tu te rappelles quand. Alors souvent en plus, c'est vrai, il y a 6 mois, mais genre quand j'étais petit, je la faisais comme ça. Je trouve C'est ça. ça bien aussi, je trouve. Ouais. C'est leur histoire, c'est leur processus pour y arriver. Et voilà. Donc, après, ce que dit Steve Masson, c'est que c'est la réussite Qui qui motive. cause la motivation. Ouais. Donc, si on commence à ne valoriser que la réussite, c'est-à-dire le produit fini qui serait réussi, on va dire, mais finalement, l'enfant n'arrive jamais à réussir, et du coup, on va jamais lui faire cette photo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il finit par se décourager, il y a aussi le problème de la motivation qui s'en va. Donc là, on peut valoriser le processus en cours et c'est déjà une réussite. Enfin, moi, c'est comme ça que je le représente, en fait. Et du coup, ça les motive à aller plus loin. En fait, franchement, je me suis rendu compte encore aujourd'hui là que quand ils arrivent à refaire aux copains, quand ils sont dans la proposition de remontrer aux copains, de remontrer, là, ils sont vraiment en réussite et ils ressentent une grande fierté. En fait, j'en observais là qui présentaient le cube arithmétique qui est quand même pas simple. Ils sont chez les moyens, certains. Ils présentaient ça à un petit
qui, je dois le dire, trouvait des belles couleurs, mais n'était pas du tout là-dedans. Mais c'est pas grave, il y avait le moyen qui était en train de présenter ça. Et on sentait cette espèce de, enfin, ce plaisir intense de présenter quelque chose qui dominait pas il y a 3 jours, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et là, pour moi, elle est là, la motivation. Et j'aurais beau leur dire, ouais, c'est super, t'as vu, t'as réussi. Bah, je pense que ce sera jamais aussi puissant que de réussir à le transmettre, quoi. Voilà. Enfin, moi, il le dit pas trop, ça, en fait. Il parle de la réussite qui entraîne la motivation. Il parle de l'adulte qui doit valoriser les stratégies, les efforts, mais tout ça ensemble, et pas forcément les talents. Mais il dit pas que quand même l'estime de soi et la motivation, elle vient aussi par ce que tu disais, Ingrid, tout à l'heure, hein, le fait de transmettre aux autres. C'est important aussi, ça. Enfin, je l'ai pas là, il n'en a pas trop parlé de ça, mais c'était dans les processus peut-être. Non, il peut transmettre aux autres, il n'en parlait pas. Il disait que la réussite, on avait une rétroaction positive qui augmente, le striatum qui s'active, relâchement de dopamine, sentiment de plaisir, satisfaction, motivation. Et je trouve que moi, j'ai buté très longtemps sur cette phrase, enfin, pas buté, c'est comme si c'était une prise de conscience, parce que moi, j'ai toujours cru que c'était l'inverse, en fait. Et là, j'ai compris vraiment, maintenant, je sais que c'est la réussite qui provoque la motivation. C'est pas on est motivé et donc on réussit. Non, en fait, voilà, c'est vraiment dans l'autre sens, quoi. C'est ça qui est fou. Et il disait aussi, il parlait d'une étude qui montre que le manque de rétroaction implique moins de sécrétion de dopamine dans le cerveau. Quand on fournit de la rétroaction aux enfants, ils sécrètent plus de dopamine. Et du coup, moi, je me demandais si ça peut pas être une des raisons qui explique la baisse de motivation des enfants d'année en année. Parce que plus les enfants avancent dans leur parcours, moins ils sont motivés. Enfin, et du coup, je me dis, si on leur cette rétroaction dans un fonctionnement traditionnel, ils en reçoivent pas beaucoup quand on pense je pense plus à l'élémentaire qu'à la maternelle, mais quand on prend leur évaluation et qu'on va leur rendre 2-3 jours plus tard, on n'est pas du tout dans ce retour sur erreur neutre et immédiat. Donc, du coup, voilà, comme il parle de la sécrétion de dopamine par rapport à la rétroaction, mais je me demande en fait si ça ne peut pas être une des raisons qui explique la baisse de motivation au fur et à mesure des années. Voilà, c'est juste une hypothèse. Ça doit y participer probablement. Ouais. C'est surtout qu'il y a une trop longue distance entre. Enfin, voilà, normalement, on devrait leur dire tout de suite, pour qu'ils puissent progresser, on devrait leur dire tout de suite. Typiquement, mon fils aîné qui est au lycée, parfois, il a une note sur Pronote qui est balancée, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne ou qu'elle soit mal rentrée, et après, il découvre sa copie. Ah oui, dans ce sens-là. Mais c'est fréquent, hein. Et je lui dis, mais bon, bah écoute, regarde pas les notes, quoi, ça sert à rien. Parce que je lui dis, pourquoi tu as cette note-là? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Parce que c'est la réaction que j'ai. Il me dit, bah j'en sais rien, j'ai pas ma copie. Bah, je lui dis, bah laisse tomber alors. Parce que franchement, c'est. Alors là, en termes de rétroaction, il n'y a pas mieux, parce que ça veut dire que ça renvoie vraiment un message. On se retrouve face à une note et on ne sait pas, et il n'y a pas de commentaires. Et là où je te rejoins, c'est que je l'ai constaté, alors en élémentaire, peut-être, mais surtout collège, lycée, j'ai constaté que c'était parfois très difficile à vivre, en tout cas à la maison, parce que parfois, en plus, les profs, ils ne les voient pas du jour au lendemain, donc ils ont, même de par leur emploi du temps, ils ne peuvent pas avoir une rétroaction immédiate sur ce qu'ils ont produit. Puisque parfois, c'est la semaine suivante, et même, ils me disent, mais je ne me souviens même plus. Ils se souviennent plus, en fait. Donc, c'est ce que tu dis, toi, que plus c'est rapproché et plus ça va avoir un effet sur le cerveau. Et tac, tac, et surtout, on va tout de suite. Et là, on n'est pas. En fait, j'ai l'impression qu'actuellement, on est plus dans la recherche de mettre des notes parce qu'il faut évaluer, que vraiment évaluer pour une raison positive, en fait. Oui, pour aider l'enfant à progresser, à avancer dans son cheminement, quoi. Dans notre formation, on nous parle d'évaluation diagnostique, sommative, et la troisième, c'est quoi? Je ne sais plus. Il y en a 3, je crois. Diagnostic, c'est en amont, justement, c'est celle qui nous permet de voir où en est l'enfant pour l'aider. Et sommative, c'est celle qui est tout à la fin. Mais il y en a une entre les deux, il me semble, je ne sais plus.
Enfin, toujours est-il que j'ai l'impression que la diagnostic, c'est assez rare qu'on la pratique encore, en fait, dans ce que je vois au collège. Alors, évidemment, je n'ai pas vu tous les collèges et toutes les pratiques. C'est sûr qu'il ne faut pas généraliser. Mais peut-être c'est ça aussi. Comme il n'y a pas de retour immédiat, c'est ce que tu dis, bah, il y a une perte de motivation qui peut être liée à ça. C'est ça. Florence, j'aimerais bien te demander comment tu fais du coup en CP. Mais il ne faut pas que je perde mon idée. Alors, je la marque. Parce que je veux dire quelque chose, mais je préfère que tu commences avant. Voilà, c'est bon. Pour pas qu'elle se sauve, cette idée. Du coup, Florence, tu fais comment par rapport à l'évaluation, à la rétroaction pour qu'elle soit... Est-ce qu'elle est immédiate dans ta classe ou pas? Oui, j'utilise alors, je ne fais plus de notes déjà depuis déjà pas mal de temps. J'ai de la chance aussi d'être en REP, donc je peux expliquer aussi aux parents pourquoi je fonctionne comme ça sans être obligée de me justifier. Donc, c'est aussi un avantage. J'ai des collègues qui sont dans d'autres structures où là, c'est plus difficile parce que les parents sont en demande de notes parce que pour eux, c'est un repère. Et donc, il y a encore cette histoire-là où ils ont besoin aussi que leur enfant soit éduqué comme eux aussi ont été éduqués. Ça les rassure. Donc, c'est vraiment quelque chose, enfin, en tout cas moi, que je connais dans ma région, où voilà, les notes restent encore quelque chose d'important dans l'éducation nationale. Alors moi, là, en CP, j'ai cette classe depuis 2 ans, je ne fonctionne pas du tout avec des notes. Parce que, comme vous disiez, auparavant, je fonctionnais avec les notes et lors d'une de mes inspections, pour être honnête avec l'inspecteur, on s'était bien dit que les notes, en fait, elles servaient soit pour les parents, soit pour les collègues des années qui allaient suivre et non pas pour l'enfant. Donc, c'est vrai que depuis l'année dernière où j'ai cette classe-là à 12 élèves avec une structure bien particulière, c'était aussi pour me sauver de ce malentendu qui était difficile pour moi de justifier. Donc, c'est vrai que je ne mets pas de notes et c'est souvent, comme vous disiez, par rapport à la motivation d'être dans la construction de ce qu'il est de son savoir, enfin, de ce qu'il est en train de faire. Donc, j'ai pas de notes, je ne mets pas de notes, quoi. Après, il faut remplir les livrets scolaires et ça, justement, je le fais par rapport à ce qui est en réussite dans l'instant ou ce qui a été en réussite. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'à un moment, tu leur proposes une petite évaluation pour pouvoir avoir les infos pour le livret scolaire? Voilà, je leur propose, mais vraiment, c'est une évaluation qui est vraiment personnelle, pour chacun différente souvent, de savoir où en est l'enfant par rapport à ce qu'il a réalisé dans la période. Pour que justement, il y ait cette part de réussite et qu'il puisse avoir un retour sur ce qui lui reste encore à accomplir, tout en étant juste à peine un peu au-dessus, mais qui est quand même quelque chose de positif par rapport à ce qu'il a fait, qu'il se rende compte de ce qu'il a été capable de faire pendant la période donnée. Et s'ils n'ont pas tous la même, comment est-ce que tu leur rapportes juste après quand ils ont terminé l'autocorrection, le feedback Oui, on le fait. Je le fais de suite après. Enfin, c'est-à-dire que voilà, quand je sens que l'enfant est prêt pour être évalué dans cette partie-là, que ce soit en mathématiques ou en lecture, je le fais à ce moment-là précisément. Et donc, il y a une autocorrection dans l'instant, enfin, dans ce qui suit. Oui. Voilà. Ouais, parce que c'est ça en fait qui peut vraiment changer, faire une grande différence en élémentaire. On peut quand même leur proposer une évaluation pour un moment T, pouvoir évaluer voilà, où il en est par rapport à cette compétence. Mais si l'enfant si on apporte un feedback juste derrière et qu'il s'autocorrige en vert, par exemple, voilà, on fera bien la différence entre les deux couleurs et on peut et évaluer où il en est à un instant T, et en même temps, faire en sorte qu'il ait ce retour sur erreur neutre et immédiat pour continuer d'apprendre. Voilà. Oui, Ça, je me dis, c'est une toute petite différence. Quand on connaît l'importance du retour neutre et immédiat, et voilà, on peut joindre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais j'ai hésité. Enfin, comme j'ai aussi enseigné dans les grandes classes, j'étais assez écœurée des notes. Et donc, j'ai eu cette tendance aussi à un moment donné de dire je ne fais plus d'évaluation. Mais en fait, ce sont les élèves qui me demandaient. Et là, pour voir où j'en suis.
Et donc, en fait, je suis revenue sur ce que je m'étais imaginé, moi, au départ, de dire, bon, mais il n'y a plus d'évaluation, sur justement cette demande de l'enfant aussi de savoir où est-ce qu'il en était. Ouais. Et c'est vrai que ça aussi, c'est important pour eux. Et aussi leur reproposer la même évaluation quelques semaines plus tard. Ben oui, ben là j'ai eu l'idée parce que j'ai vu tes quiz et en fait c'était vachement important pour moi de me réévaluer pour voir où j'en étais. Je me suis dit, ah ben, je vais faire pareil avec mes élèves et c'est vrai qu'ils aiment bien ça, de voir, ah là je m'en suis souvenue par rapport à la fois d'avant, donc c'est vrai que c'est chouette. Et c'est en maternelle, c'est la possibilité qu'on leur offre de reprendre le même matériel jusqu'à ce que ça soit acquis, consolidé, facile. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc on peut faire la même chose avec une évaluation en élémentaire, quoi. Et l'avantage dans l'environnement préparé, justement, c'est qu'ils savent où ils en sont. Parce que s'ils ont réussi le cube binôme, bah, ils savent qu'après, il y aura le cube trinôme, et puis après, il y aura le cube arithmétique, et puis après, voilà. Donc finalement, ils se projettent complètement dans ce qu'ils pourront faire. Et puis même parfois, quand on leur propose un nouvel atelier, ils disent, ah, je me souviens quand les grands, ils faisaient ça l'année dernière. Voilà. Et là, je me dis, ouais, voilà, ils avaient bien compris qu'un jour, ils allaient le faire. Ils sont tout contents. Bah Donc, oui. c'est vrai que je peux comprendre que les CP, s'ils n'ont pas ça, s'ils n'ont pas ce matériel-là, ils ont quand même besoin de se projeter et de savoir où ils en sont et où ils vont pouvoir aller. Donc, est-ce que les plans de travail, tu fais ça un petit peu, Florence, aussi pour les aider à se projeter ou... Je faisais ça quand j'avais des grandes classes, enfin plutôt en CE1, CE2. Là, c'est ma deuxième année de CP. Je ne me suis pas trop lancée encore dans les plans de travail. Et j'y ai pensé. Là, je vais voir comment ça progresse, comment je suis moi aussi, parce que c'est mes premiers mois en Montessori. Donc, j'ai Ah, pas mais parce que encore… tu es en Montessori, d'accord. Donc là, il n'y Ah a non, plus non, besoin non, je suis pas forcément des plans de travail. Hein. non, je Ah, suis pas en Montessori, hein. d'accord. J'ai Ouais. commencé cette formation-là, je ne connaissais pas du tout ce qu'était Montessori. C'est parce que voilà, j'avais l'impression de faire du bricolage. Je m'étais intéressée à ce que c'était la classe flexible. Bon, les ateliers en autonomie, ça faisait un petit moment que je les pratiquais. J'avais entendu ce nom-là de Montessori, etc. Et cet été, je me suis dit, bon, alors, tout ce bricolage, en fait, d'où ça sort? Et quand j'ai lu L'Enfant et d'autres livres de Montessori cet été, je me suis dit, mais en fait, ça vient de là aussi, quoi. Donc, ça a été important pour moi de voir qu'en fait, tout ce bricolage, enfin, que moi j'appelle comme ça n'engage que moi, que j'avais tenté de mettre en place dans mes classes de grands, parce que j'étais toujours insatisfaite de leur motivation, de leur manque. Voilà, je me disais, bon, ça vient pas d'eux, mais qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne vois pas qui pourrait leur permettre justement d'être enthousiastes, d'être voilà. Et cet été, c'est vrai que quand j'ai lu ces bouquins-là, je me suis dit, mais en fait, tous ces ateliers, ces formations qu'on nous propose sur les ateliers autonomes, sur les classes flexibles, etc., ça, pour moi, ça venait aussi de cet apport-là de Montessori. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, allons sur les bases. Et voilà, mais bon, dans ma classe, je n'ai pas du tout encore pensé à l'environnement préparé. Pour moi, c'est énorme encore pour l'instant. Donc, je suis vraiment avec le pas à pas de voir par rapport où j'en suis, qu'est-ce que je peux proposer et par rapport à ce que je vois, ce que je lis, quand je vous écoute. Mais c'est vraiment le tout début pour moi, quoi. Voilà. Parce que tu sais, il y a même les gens qui sont, enfin les collègues qui sont traditionnels, il y en a qui ont mis en place ce qu'ils appellent des défis, où il y a le niveau 1, 2, 3, 4, 5, là. Voilà. Oui. Et parfois, c'est vrai que les enfants, ils se projettent dans la phase suivante et ils sont tout contents de passer à celui d'après. Je me souviens quand j'ai commencé, ils appelaient ça les fichiers de fond de salle, là. Fin de classe, voilà, avec c'était autocorrectif. Alors il y avait ça en calcul, voilà. Oui. Et c'est vrai que même si c'est pas du tout du Montessori en soi, c'est quand même l'idée qu'il y a une progression, qu'il y a une autorégulation et puis un défi, quoi, voilà. Oui, moi j'appelle ça les ceintures. Nous, dans notre école, ce sont les ceintures, donc les ceintures blanches, jaunes, etc. C'est Freinet, ça qui est. Voilà. Ça vient de Freinet, Et voilà, là on peut, voilà, les enfants aiment beaucoup ça, mais voilà, j'avais besoin de faire du sens par rapport
à ce que j'avais vécu depuis tant d'années Ouais, dans je comprends. l'éducation nationale. Ouais, c'est intéressant ton partage, merci. Est-ce qu'on rebondit du coup sur l'aire de langage oral écrit, sur l'aire de langage par rapport à la motivation? Ouais, ouais. Hein, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'était toi, Anne, qui avait soulevé ça? Voilà. Un problème de motivation des enfants. Si tu peux nous décrire un peu quel était ton... Alors moi, mon souci depuis que j'ai mis en place Montessori, hein, c'est justement motiver les élèves sur cette ère du langage. Hein. Ils y vont jamais. Donc certainement qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien, certainement que je sais pas, il y a des choses qui m'échappent hein, au niveau du langage oral, au niveau de la phonologie. Je sais pas ça. Ils vont être intéressés par prendre les petites boîtes d'objets. Mhm. Mais ensuite, moi, par exemple, les pochettes à lire, c'est très peu hein, qui s'y intéressent. Hein. Les petits boîtes d'objets, tu parles de l'analyse des sons? Oui, l'analyse des sons, ça encore, ça peut aller. Mais après, tout ce qui va sur pochette à lire, hein, bah, je me pose beaucoup de questions. Tout à l'heure, on parlait des hauts potentiels, ceux qui savent déjà lire ne sont pas du tout motivés. J'ai proposé des petits livres, hein, mais Tu sens pas Il y a- l'enthousiasme voilà, par rapport à ça, quoi. non, de- non, je Il n'y sais a pas. pas une histoire dans l'évolution de l'encodage et après le décodage? Je comprends pas. Hum. Qu'est-ce que Bah, tu... dans Avant ta de lire, progression, comment est-ce que avant tu fais? Ouais. d'être motivé pour décoder, Mm. peut-être le solliciter pour qu'il soit Oui, mais du coup, motivé je à fais encoder. exercice. En fait, je fais du coup pour essayer de motiver et puis pour essayer de les faire progresser, je fais beaucoup de petites activités en petits groupes hein, où on va s'entraîner à, à coder et puis on va s'entraîner à continuer d'apprendre les sons parce que d'eux-mêmes apprendre les sons, si je Ouais, fais pas des pas petits cet élan, quoi. groupes pour avec des petits jeux pour qu'ils apprennent ensemble, tout seul, non, ça marche pas. Alors, est-ce que je n'ai pas le matériel adéquat? Je sais pas. Ouais, il faudrait qu'on arrive à comprendre pourquoi. Parce que moi, j'ai juste mon expérience, enfin, j'ai mon expérience des ateliers, mon expérience en grande section il y a 2 ans. Et en grande section il y a 2 ans, j'y étais que le lundi. J'apportais beaucoup de matériel. Et il y a eu cet élan, en fait. Ils ont tous eu envie d'apprendre à écrire et à lire et c'était contagieux et on ne les arrêtait plus. Et des fois, ils me demandaient et j'étais pas disponible et je disais, bah, va demander à un tel, va demander à un tel, il va pouvoir te répondre. Et c'était vraiment beau à voir, quoi. C'était contagieux. Alors, il faudrait qu'on réussisse à comprendre pourquoi ça prend pas, un peu comme quelque chose, je sais pas, un gâteau qui gonfle pas ou Voilà, c'est ça. faire une métaphore. Voilà, tu as semé des petites graines, mais la plante, elle pousse pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, Maria Montessori, elle dit qu'il faut, il faut rendre attrayant les choses, en fait, que c'est pas aberrant que par exemple, quand on met un atelier en place, on peut proposer un matériel qui soit spécifique de cet atelier. Par exemple, quand on a une table, moi j'ai une table lumineuse, la table lumineuse, elle a des crayons d'art exprès. Donc, en fait, c'est le fait qu'on propose quelque chose qui va rendre. Alors, c'est un point, je ne sais plus quel est le terme exact qu'elle utilise justement. Tu te souviens, Céline? C'est le truc le point pour attirer en fait l'enfant. Et ça peut être d'avoir une jolie gommette, d'avoir une jolie pochette. Et ça, c'est un point d'entrée. Et ça ne veut pas dire que l'enfant, enfin, c'est ce qui va intéresser l'enfant en premier lieu. Et puis après, il restera pas que pour la gommette. Mais c'est qu'il y a un côté, comme elle dit, travailler le beau et tout ça. Et donc, par exemple, choisir
de prendre quelque chose de… Pour les faire travailler l'écriture, je vais leur proposer des petits cahiers avec les animaux et puis il va falloir qu'ils recopient le nom des animaux. Ils ont chacun leur petit cahier, repartent avec leur petit cahier. Et puis, il y a des jolies photos. Et puis, voilà, comment dire, je les attire, quoi, en fait. Je cherche un truc d'une certaine façon, pour les attirer, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à être assez claire, mais c'est ce qu'elle précise. C'est le fait que tu rendes la chose très rare, hein, tu vois. C'est comme, j'ai un atelier pour faire des pompons, bah, je prends des laines un peu brillantes, et voilà, et ça leur plaît. Et on sait qu'ils aiment ces petites choses-là, changer régulièrement, tu vois. Moi, je sais pas quelle est ta progression en langage, mais quand ils en sont, une fois que j'ai fait les petits secrets, je leur propose des mots à scotcher. Et j'ai fait un meuble avec plein de petits objets qui sont classés. Ils adorent ça. Donc là, on travaille sur les dinosaures. Donc, j'avais fait un atelier avec que les dinosaures et ils lisaient. Et ce matin, il y en avait un grand. Il disait un petit, t'aimes bien les dinosaures, hein, j'ai vu. Hein. Et il lui dit, viens, je vais t'apprendre à lire les dinosaures. Et en fait, le grand, il avait envie de manipuler les dinosaures. Il a trouvé l'excuse et je les voyais qui lui disait le nom des dinosaures, en fait. Voilà. Enfin, c'est plus le côté ludique. C'est comme les cartes de nomenclature, ou les cartes classifiées. Je me suis rendu compte qu'en les mettant en scène, ça les relançait. Tu vois, par exemple, je le cache, je le montre à un grand pour relancer, je cache les cartes et puis je fais toc, 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 qui est là? Et puis hop, il retourne la carte et puis il doit dire le nom ou il doit lire le nom, tu vois, puisque tu as la carte. Et en fait, ça relance d'une certaine façon l'atelier parce qu'il y a un côté ludique, tu vois. Puis après, il va chercher un copain et puis ils le font ensemble, toc, toc, toc. Enfin, je ne sais pas si tu vois, c'est le côté… parfois, on les attire, quoi. Enfin, enfin, faut quand même… Enfin, pour moi, ils sont des enfants. Donc, ce qu'ils aiment, c'est la nouveauté, c'est le petit truc qui brille, tu vois, tu les vois bien quand ils arrivent. T'as vu, j'ai de nouvelles chaussures, j'ai des nouvelles, j'ai des gommettes. T'as vu, j'ai une gommette qui brille. Enfin, on passe pas à côté de l'apprentissage, mais on les attire, quoi. Voilà. Je sais pas, peut-être que je contourne, hein, mais bon. Non, je comprends ce que tu dis. Et pour compléter, dans la leçon en 3 temps, moi, je rajoute un 4e temps. Je crois que Céline Alvarez le faisait aussi. C'est, là, je l'ai fait cet après-midi avec une petite, là, il y avait une coccinelle, une mouche et, je sais plus, un moustique. On était sur les insectes. Et en fait, les 3 temps, vous les connaissez. Et le 4e temps, c'est ferme tes yeux, je vais cacher une carte. Et alors là, mais c'est le moment où ils sont le plus enthousiastes. Donc du coup, voilà, j'en cache une. Allez, ouvre tes yeux. Qu'est-ce que j'ai caché? Et là, elle regarde la coccinelle. Et ça, on pourrait faire ça pendant des heures. Le 4e temps où on cache quelque chose derrière notre dos. Enfin voilà, c'est vraiment… Puis c'est difficile des fois de retrouver. Je le fais aussi avec les lettres rugueuses, ce 4e temps. Et des fois, c'est pas si simple. Hein. Je veux dire, s'ils sont capables de retrouver ce qui manque sur les 3 sons, les 3 insectes, les 3 peu importe, ça ancre encore plus la consolidation. Et qu'est-ce qu'ils sont heureux pour ce 4e temps. Voilà. Ça peut leur donner envie de le faire entre eux aussi après. Autre chose pour la lecture. J'avais lu, moi, pour la lecture, qu'il fallait 6 mois entre le moment où on déchiffre et le moment où vraiment on commence à lire. Parce que d'abord, il y a toute la période d'encodage. Tu vois, tu passes par la lecture, par les pochettes d'écriture. Tu vois, je crois qu'on appelle ça les dictées muettes, je crois qu'elle appelle ça comme ça, Montessori. Et donc, toute cette période-là où en fait, ils oublient des sons, mais ils essayent d'encoder. Et puis après, d'un coup, ils arrivent à se relire. Et je crois que c'est Dehaene qui dit ça, qu'il faut 6 mois, enfin, c'est des études scientifiques, hein, il faut 6 mois entre le moment où on est rentré dans les sons et finalement, on a compris ce que c'est que d'assembler de sons et le moment où on va vraiment lire, en fait. Parce qu'on écrit avant de lire. C'est la traduction des sons. Et du coup, moi, j'avais l'impression à un moment donné que je voulais aller trop vite et que je passais pas assez de temps à les faire encoder.
Et Ouais, c'est ce que je peut-être, voulais je ne sais pas hein, comment tu fais, mais peut-être que le fait, alors encodé avec les lettres mobiles, hein, bien sûr, au départ, hein, pour ne pas les bloquer, peut-être que ce truc-là, ça peut aider finalement, parce qu'on pense qu'ils savent lire quand ils ont compris qu'ils ont suffisamment de sons et qu'ils ont compris le principe d'association. Mais en fait, il y a quand même dans le cerveau toute une phase à travailler, il semble-t-il, et qui est quand même assez longue et qui est en moyenne de 6 mois. Donc, si un moyen des chiffres en début d'année, à la fin de l'année, grossièrement, il sera vraiment rentré dans la lecture avec son livre, etc. Mais peut-être que il n'est pas suffisamment réussi pour être motivé dans l'ère de langage, tu vois, tant qu'il n'a pas atteint assez d'autonomie. Enfin, je sais, ce que moi j'avais constaté, c'est qu'il y avait enfin, je ne sais pas si ça vous parle, hein, ce que je dis là. Toi qui as des CP, Florence, peut-être que tu as un retour à nous donner aussi, toi. Non, mais je là-dessus. rejoins ce que tu dis. L'année dernière, donc c'était ma première année de CP. Et effectivement, j'avais eu l'impression que à Noël, pour certains, voilà, les sons étaient acquis, lire les syllabes, etc. aussi. Et puis, il a fallu du temps, en fait, pour arriver à comprendre ce qu'on lit, en fait, voilà, et qu'il y ait de l'aisance dans la lecture. Donc là, ce que tu dis me parle beaucoup par rapport à mon expérience de l'année dernière. Effectivement. D'ailleurs, on dit en CP que c'est très important de faire coïncider les dictées et la lecture tout le temps, tous les jours, en fait. Et nous, on est bloqué en maternelle. Si on n'a pas les lettres mobiles, on est bloqué. Parce que moi, je vois bien qu'ils ils aiment pas lire en… Tu vois, là, j'ai ce problème-là cette année, mes grands, ils n'aiment pas, pardon… Oula, j'ai perdu mon… Vous m'entendez toujours? Oui. Pardon, j'ai perdu mon deuxième dans ma poubelle. Pardon, voilà. Je pense que ce qui me manque, à mon avis, c'est de revoir toute la progression. Je pense que c'est une ère avec laquelle peut-être que personnellement, je ne suis pas à l'aise. Hein, j'avoue, hein, je ne suis pas à l'aise avec cette ère-là. Et à mon avis, il faut que je revoie la progression. Enfin, alors Anne, j'ai une bonne nouvelle. J'ai retrouvé ils n'étaient pas perdus, mais je suis retombée sur mes documents que j'utilisais quand je faisais des formations en présentiel aussi sur langage, écriture, lecture, et je voulais le rajouter dans la formation. Ah bah super. Du coup, tu auras toute la progression. Et oui, je pense que être à l'aise, parce que c'est plus dur que pour les maths, je trouve, parce que les maths, je sais pas, il y a beaucoup plus de matériel déjà, et puis c'est tac, 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 tac. Ouais. Voilà. Alors que le langage, l'écriture et la lecture, on peut prendre des petits chemins de traverse, quoi. Donc c'est pas, il y a des grands points à ne pas manquer, mais voilà, c'est pas aussi structuré et clair que les mathématiques. Enfin, voilà. J'ai le sentiment, moi, qu'il y a de l'émotionnel, hein, beaucoup d'émotionnel dans cette ère-là, en fait. Ouais. J'ai le sentiment que ça apparaît partout, bien entendu, mais que il y a vraiment des points pour des points d'ancrage, quoi, et de l'émotionnel, quoi. Voilà. À mettre plus gros. Ouais. Alors, ma proposition, enfin, je vous ai demandé de m'envoyer des photos vraiment trop tard. En fait, je vous l'ai demandé lundi, je crois. Donc, c'était vraiment trop juste, mais c'est pas grave, vous pourrez quand même le faire. M'envoyer vos photos sur l'aire de langage. Je l'ai rajouté à la fin de ce document-là. Vous savez, celui qu'on avait appelé dossier travail visio, l'environnement préparé. Hein? Donc, moi, il y a le mien dedans, dans le dossier. Je me suis dit que vu toutes les photos que tu nous avais envoyées, on doit pouvoir zoomer dessus. Après, si tu peux juste nous refaire, enfin, je sais pas, c'était laquelle de photo, tu peux nous redire? T'es passé devant. Non, redescends. Stop. Voilà. Tu vois, là où il y a les puzzles. Oui. En bas. Toutes les pochettes là de langage. Non. Aussi, là. Ouais, ça, c'est les pochettes de cartes classifiées. Ouais. En dessous, à droite. Ça, en dessous. les livres encore, là. Descends. Non, descends de photos. Voilà. Là, tu l'as. Ici, là. Tu as les deux là, ces deux photos-là, on voit bien les choses en fait. Ouais, d'accord. Et là, on voit bien, il faudrait zoomer, mais notamment, vous voyez le petit meuble à tiroir là, le tout petit à tiroir bleu avec des photos, voilà celui-là. En fait, dedans, il y a plein de mots à scotcher avec des objets, par exemple. Et à côté, il y en a d'autres, ce sont des petits animaux avec des mots à scotcher. Voilà. Donc en fait, il y a les objets et à côté, il y a une série de mots
et il faut qu'ils associent Ouais. l'objet à l'étiquette, en fait. C'est ça, exactement. Oui. Ça, c'est dans un deuxième temps. Voilà, il y a ça. Et après, il y en a aussi en bas, quand on redescend, il y a des boîtes avec des objets, toujours dans le même meuble. Il y a des boîtes avec des objets qui sont fermés. Et là, il y en a une qui est Quand il fermée y avait dans d'ailleurs. les- Il faudrait zoomer pour que je puisse vous expliquer. Ouais, ouais. Mais en fait, il y a des objets qui sont choisis complètement phonétiques pour encoder, quoi. Mais il y a une grosse partie d'encodage, en fait, en parallèle. Et depuis que je fais ça, je trouve qu'il y a une progression différente. Et j'ai mis en place aussi, en grande section, un cahier qui s'appelle mes essais d'écriture. Et donc, ils ont soit des photos qu'ils peuvent choisir, soit ils font un dessin et après, ils écrivent. Ce qui fait que parfois, ça les motive parce que justement, ils dessinent d'abord. Voilà. Je te rejoins, Virginie, sur le fait que le moment où ils vont écrire avec des lettres mobiles, ça peut durer plusieurs mois. Et il ne faut pas vouloir les précipiter dans la lecture sous prétexte que ça y est, ils arrivent à écrire, quoi. Donc là, je vous ai mis les 2 photos, moi, de mon aire de langage qui ne me convient pas du tout. Je me suis dit, non, je la partage ou pas? Allez, je la partage, ça sera une motivation pour améliorer ça. Parce que ça fait 6 ans que je fais mes ateliers, et puis on se laisse un peu aller des fois en 6 ans. Enfin, voilà, bon, je me suis un peu laissée aller, et ce qui m'énerve le plus, c'est flagrant sur la photo, c'est mes lettres mobiles qui sont là. Je n'ai toujours pas de casier pour bien les ranger. Donc, vous voyez, ça, clairement, c'est un, comment dire, un tu motivation, j'allais dire tu l'amour, mais non, mais un tu, voilà, ça c'est mort en fait. Donc, ce que je fais des fois, c'est que quand j'ai des enfants qui en sont là, avant le début de l'atelier, je les pose sur un tapis en les triant un peu sur un tapis. Évidemment, je ne vais jamais donner la boîte comme ça à l'enfant parce que là, découragement assuré, parce qu'il faut 5 minutes pour trouver la lettre voilà, dont on a besoin. Donc ça, il faut vraiment que je m'en occupe. Virginie, tu disais, toi, une boîte où quand tu leur écris un petit mot et ils doivent aller le scotcher, c'est ça? Mais tu as des Alors objets non, spécifiques. ça, c'est pas moi qui l'écris, hein, c'est après, Ah, c'est quand ils sont autonomes. Enfin, c'est d'accord. moi qui les ai écrits, mais je Oui, les oui, ai mais faits pas avec devant le l'enfant. codage des petits secrets. D'accord. Je le fais avant ça. Et ils vont D'accord. chercher dans les boîtes. Ça, oui, ils adorent ça. Voilà. Voilà. Après, ils ont aussi des étiquettes avec des phrases. Après, et ils font ça à 2 et ils doivent, je sais pas, fait le chat et puis il y en a un qui fait le chat. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Enfin, ça, c'est ce que propose Céline Alvarez, Ouais, hein, en fait, elles hein. sont là, mes petites étiquettes là. Ouais. Ouvre la Des porte. billets d'ordre, je crois qu'elle Voilà. appelle ça. Les billets Ouvre la, d'ordre, oui. ouvre Ouais, la Et, billets porte. d'ordre. moi, juste là, en regardant les étagères, hein, au niveau de l'aménagement des ateliers, là, j'ai vu que tu avais mis les formes à dessiner en bas et ça se complexifie en montant. Eh ben non, justement, ça va pas du tout, mon organisation. Alors, mais justement, moi, voilà, là, c'est un petit point, je veux bien un petit peu vos avis parce qu'effectivement, moi, j'ai appris que le plus simple était en haut à gauche et qu'on complexifiait de plus en plus en allant vers le bas et à droite. On respecte le sens de Voilà. l'écriture. Sauf que moi, j'ai des petits qui sont vraiment petits et j'ai des étagères qui peuvent être grandes. J'ai acheté un marchepied, moi, chez Ikea, qui est extraordinaire. Voilà, et quand ils arrivent et que l'étagère leur arrive là, en fait, des fois, ils ne voient pas. Et moi, ça me dérange des fois. Voilà. Et après, si j'enlève des étagères pour mettre à leur hauteur, j'ai de moins en moins de place. Donc après, il y a une question d'organisation d'espace voilà, qui me pose un problème de faire Parce quand on regarde les vidéos de Céline Alvarez, c'est magnifique, hein, la classe. Hein, elle est hyper grande. Hein. On n'a pas tous la chance d'avoir cet espace hyper grand. Enfin, voilà, on fait aussi avec les moyens du bord. Et voilà, donc ça veut dire que si je veux une étagère qui soit à la hauteur des petits pour que ça soit visible pour eux, je suis obligée d'en enlever. Et après, j'ai plus de place. Et de gauche à droite, évidemment. Mais vous avez dit de gauche à droite, ça ne me pose pas de problème. Mais vous avez dit de haut en bas ou de bas en haut? De haut en bas.
Bah, C'est moi, de haut en bas. mon étagère de maths, qui est beaucoup, où j'ai mis de l'ordre, parce que en maths, pour moi, il y a vraiment une progression plus facile. J'ai fait de bas en haut, moi, sur mon étagère de Ben C'est voilà. pas ce qu'on recommande Alors Montessori. normalement, c'est pas. Oui, effectivement, moi j'ai appris comme ça. Mais Mm. aujourd'hui, je suis en train vraiment de me poser la question parce que question taille des enfants. Mm. Ben, moi, j'ai vraiment des petits modèles en petite section et pour aller voir ce qui se passe en haut, ben oui. Et puis un marchepied, ben oui, mais bon, il faut qu'ils se baladent avec le marchepied. Enfin, je trouve Moi, pas ils ça. le font, hein. Franchement, ils le font, hein. Et Ben, j'ai pris, tu sais, les marchepieds en bois qui ne sont pas des marchepieds, en fait, chez Ikea, c'est pour mettre des plantes. Ils s'en servent. Donc, tu vois, c'est un truc qui est sur 2 niveaux. Et j'ai une étagère, en fait, j'ai une bibliothèque qui est très haute, hein, dans ma classe. Et ils arrivent à monter dessus. Au contraire, ils sont tout fiers. Ouais, Donc, non, c'est pas la question de monter dessus qui me pose problème, c'est la question que mais ils voient tout. déjà le choix, c'est quelque chose qu'il faut apprendre et c'est pas évident. Mais si en plus on ne peut pas avoir une vision de ce qu'il y a sans être obligé de monter à chaque fois, puis il y en a 30, hein. Enfin il y en a 30, il n'y a pas 30 petits, ça c'est sûr, hein. Mais allez, on va dire il y a une petite dizaine de petites sections. Ton problème, Anne, c'est que si tu fais de haut en bas, les petits ne voient pas en fait le premier matériel et tu ne peux Voilà. pas exploiter toute la hauteur tes étagères du dessus. Exactement. Alors, quel inconvénient vous verriez à faire de bas en haut par rapport au problème de Anne? Bah, c'est juste l'histoire du sens de l'écriture. C'est ce qui est Le normalement, sens de c'est on écrit. l'écriture, pour moi, c'est de Voilà. gauche à droite. Il n'y a pas d'histoire. Oui, mais Oui, c'est sur de une haut page, en bas. tu fais de haut Bah en si, bas. oui. Oui, sur une Mais page. après, Est-ce que tout vraiment ça va s'explique, Anne, gêner? hein. Bah Est-ce non, que- moi je pense pas, hein. Est-ce que vraiment ça va gêner? Et moi, ça me fait plaisir justement Bah de oui, voir, Céline, que toi, tu vas de bas en haut bah parce bien que sûr, ça fait ouais. longtemps que ça me trotte dans la tête. Et cette année, j'avais vraiment envie de tout basculer comme ça, quoi. Ouais. De Mais de toute commencer façon, Anne, c'est quand même ce que toi tu ressens qui compte, hein, Ouais. et comment tu te sens et comment tu observes dans ta classe. J'ai envie de te dire, si tu n'as pas d'autre solution, moi, si tu fais dans ma classe, tu verrais comme elle est vraiment toute petite, toute petite, toute petite. Et ben, j'ai adapté et je suis pas parfait sur toutes les progressions. Il y a 2 aires qui peuvent se mélanger un petit peu. On fait comme on peut. Mais je crois que si on leur présente les choses de manière structurée et qu'ils arrivent à s'y retrouver, bon, tu dois proposer plein d'autres écrits où ils voient bien qu'on est quand tu écris pas de bas en haut, de toute façon. Donc, tu vois, si Oui, c'est voilà. que ça le résultat, Ouais. enfin l'explication, pardon, est-ce que effectivement tu as raison? Ce qui compte, c'est quand même que l'enfant il voit quelque chose et qu'il Non, lui mais fasse du du coup, plaisir, hein. vos discours me rassurent parce que Bah, José. c'est pas puriste, hein, par contre, hein. Oui, moi je suis pas Mais puriste, voilà. hein, vous l'avez déjà remarqué, je pense. Je suis pas puriste, mais pour moi, c'est des arguments. Tes arguments, ils sont bons. En fait, je veux que l'enfant puisse voir, ok, bah, et puis attraper, se servir facilement. Pour moi, tes arguments, ils sont bons et je vois pas de contre-argument, à part l'histoire de l'écriture, on écrit de haut en bas. Mais c'est pas parce que sur l'étagère, c'est de bas en haut, que sur la feuille, ils vont écrire de bas en haut. Oui, voilà. Personnellement, les écoles que j'ai observées Montessori, c'était de bas en haut. Et moi, ça me paraît évident que le petit, s'il a les choses à la hauteur de ses yeux, c'est quand même plus accessible. C'était de bas en haut ce que tu as observé, Sophie? Moi, oui, j'ai été à une école Montessori juste avant les vacances. C'était de bas en haut aussi. Il y a le plus facile en bas et il monte. Ah oui, donc voilà, ils ont. Ils sont en train de faire évoluer. T'es rassurée, Anne? Ça me rassure. Marie-Ève, C'est bon. c'est ce qu'elle voulait, qu'on réfléchisse et qu'on évolue aussi. Exactement. Ouais. Et comme tu dis, Anne, mon étagère de maths du dessus, elle est vraiment fixée haute. Et les petits, ça serait impossible pour eux d'attraper le matériel des nombres de 1 à 10 si je l'avais mis tout en haut, quoi. Ouais. Parce que tu vois, moi, pour mes ateliers, j'accueille des enfants de 3 à 12 ans. Donc, je vous montrerai une photo de mon étagère de maths, de mes étagères de maths qui sont gigantesques. Et évidemment, en haut, c'est le matériel pour les 9-12, quoi. Donc, ils peuvent l'attraper parce qu'ils font presque ma taille. Ouais. Bon, bah super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite quand même si vous voulez faire un zoom sur votre matériel ou sur un matériel en particulier, mais voilà, à enrichir ce document focus sur l'aire de langage. Donc, on se dit 2 photos chacune, comme ça, 2, 3 maximum, mais pour pas non plus qu'il y en ait 50, et que vraiment on se focalise sur l'aire de langage ou sur du matériel de langage.
Et voilà, et n'hésitez pas à retourner aussi, poser des questions sur les photos des autres. On avait Ingrid, Anne, Amélie et Florence. Oui, Sophie, tu n'as pas de classe, donc tu ne pourras pas nous envoyer de photos. Ça Donc, viendra peut-être. Il y a des Voilà. enseignants qui sont motivés. ouais. Faut que je bosse Et- avec eux, mais bon. Et Ils auront fait autre chose. dans les personnes qui sont absentes, si peut-être qu'elles auront aussi envie de m'envoyer leurs photos pour qu'on puisse continuer de travailler. Je pense que c'est pas mal de continuer de travailler sur l'environnement préparé comment dire, au fur et à mesure, quoi, de pas se dire, c'est bon, on en a parlé une fois, on n'en parle plus, parce que c'est tellement énorme, il y a toujours des améliorations possibles, quoi. Voilà. Donc, grâce à vous, mon prochain objectif, c'est de fabriquer une boîte en bois. Ou sinon, tu vas chez Butinette. J'ai pas d'action chez eux, hein, mais chez Butinette, ils ont des boîtes à ce qu'ils appellent des coffrets à bijoux, je sais trop quoi, en fait, avec des cases et tout est en bois. C'est du bois brut parce que c'est pour faire un peu de la déco. Et moi, je l'ai gardé brut. Je l'ai même pas verni et j'ai enlevé le couvercle. Voilà. Si tu n'as pas le temps de tout fabriquer, c'est quand même pour un prix très, très raisonnable. D'accord, eh ben merci, j'ai marqué Butinette. Butinette. Hein. Ouais, butinette.fr, c'est sur. Ils font plein de choses super chouettes, pas chères en bois. Et voilà. Et en plus, là, je crois qu'en ce moment, il y a des promos avant Noël. Après, il y a les calendriers de l'Avent qui vont sortir là. Et en fait, moi, j'ai pris un vieux calendrier de l'Avent en bois qui appartenait à mon père, hein, en fait, pour faire des. Parce que j'avais 24 cases et je pouvais, du coup, je l'ai aménagé. Hein. Ça, on peut aussi. Ouais. Et voilà, bah, j'espère que Anne, ça t'a donné un peu des pistes, le manque de motivation de tes élèves. Et puis, on peut continuer d'y réfléchir parce que ça se trouve, ce soir, on va penser à autre chose. Donc, on peut continuer la conversation sur le groupe WhatsApp ou sur ce document-là si c'est vraiment par rapport à l'environnement préparé. Mais voilà, je trouve que c'est bien de ne pas se dire, bon, bah là, on se revoit dans 15 jours et la semaine prochaine pour certaines, j'en parle après. Ne pas se dire, bon, bah allez, voilà. Je trouve que c'est intéressant de prolonger la réflexion et de continuer d'échanger là-dessus, quoi. Et Mais oui, Anne, pardon, je dis juste ça avant d'oublier. La semaine prochaine, en fait, il y avait eu un petit couac entre les dates, entre le 9 novembre, le 16 novembre. Et donc, du coup, je ne sais plus qui d'entre vous ne pouvait que le 16. Bah, peut-être quelqu'un qui est absent aujourd'hui. Et donc, j'avais proposé, pour une fois, tant pis, il y aura une visio de plus, enfin, tant mieux même. Et par contre, la semaine prochaine, ça sera sur l'élémentaire. Je prépare rien, c'est vraiment session questions-réponses sur l'élémentaire. Donc, voilà, si vous voulez venir en plus sur l'élémentaire, il faut venir avec vos questions. Mais je vais le redire sur le groupe pour les autres aussi. D'accord, merci. Tu disais, Virginie? Non, je voulais poser une question à Anne. En fait, dans les photos qu'il y avait là, est-ce qu'il y avait ton aire de langage ou pas? Oui, j'ai dû l'apprendre, oui. Il faudrait que. Mais. Il faudrait refaire la photo en zoomant. Parce que là, en fait, peut-être qu'on pourrait refaire nos photos plus précisément sur l'aire de langage. Mais là, depuis la photo que j'ai prise, c'était il y a déjà presque combien de temps? Il y a au moins 3 semaines, non? Oui, à peu près. Ouais. Ouais, ça a déjà changé parce que j'étais déjà pas contente de moi puisque c'était le sujet que je voulais traiter. Donc j'ai déjà, là je prends conscience qu'il va falloir que je relise en fait ma formation sur l'aire de langage et puis si tu mets des choses, Céline, il faut que je relise la progression en fait. Ouais. Et c'est pas parce que là, c'était des photos prises il y a 3 semaines, mais si tu as fait des modifications, on peut mettre d'autres photos aussi, comme ça on voit la progression. C'est la même histoire. Je vais faire ce que j'ai modifié, les prendre en photo et vous les mettre, et puis voilà, et puis avoir vos commentaires. Mais je pense que voilà, il va falloir que je me creuse aussi la tête parce que autant j'ai beaucoup d'imagination pour toutes les autres aires. Et autant celle-là, bon, j'avoue, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas suffisamment d'idées. Mais bon, Virginie, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut que ça soit attractif, qu'il y ait la surprise, qu'il faut faire de la mise en scène. J'y arrive très bien sur le reste, mais celle-là, j'y arrive pas. Voilà. Et juste autre chose, là, j'y pense, tu vois ce que tu disais, c'est moi, j'ai suivi une formation pendant 1 jour et demi avec Chloé Lamoureuse sur les regroupements et les leçons de grâce et courtoisie.
Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'un regroupement, elle nous a proposé plein d'idées, et un regroupement, c'est hyper intéressant pour relancer aussi des aires ou des activités qui ne sont pas utilisées ou plus utilisées. Donc, c'est vrai qu'en proposant des petites activités sur l'aire de langage, tu peux leur redonner envie d'aller sur tel ou tel jeu, tu vois, tel ou tel plateau. Et ça, c'est intéressant, je trouve, comme vision des choses. Et moi, j'ai un petit peu testé là depuis la rentrée. Et effectivement, tu relances des choses. Après, lors de chaque regroupement, je suis sûre que tu travailles sur les sons, etc. Mais ne pas hésiter à aller chercher les lettres rugueuses, les montrer pour que, tu vois, parce qu'en fait, tu ressollicites ton matériel. Et c'est une manière détournée, hein, comme les leçons de grâce et de courtoisie, hein, c'est une manière indirecte, en fait, de... Sophie, elle me dit qu'elle va nous quitter. Voilà. Au revoir, Sophie. On va s'arrêter là. Voilà. On continuera d'échanger sur WhatsApp alors. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, 1h30, ça passe trop vite, mais profitez du coup pour qu'on interagisse et qu'on partage. Voilà. Mais je crois que ce qui serait intéressant, ça serait aussi pour ceux qui n'ont pas trop de matériel qui se lancent. Parce que quand on n'est pas encore Montessori, ça paraît un peu... Et c'est pour ça que ton audio, je l'avais trouvé bien là. Parce que comment tu conseillais de commencer par une petite partie. Le podcast, tu veux, c'est ça? Oui, le podcast, que j'ai mis sur WhatsApp. Voilà. Ok. Bon. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, Sophie. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et je pensais à quelque chose, mais l'idée est repartie. Non, si ça revient, je vous redirai sur le groupe. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voudrais bien, sur la question des lettres, si vous avez juste 5 minutes, en script ou cursif. Ah, mais Ingrid, tu ne m'as pas répondu sur WhatsApp à ce sujet. Tu sais, quand tu as reposé la question, je t'ai dit, as-tu lu l'article de Julia Volkmann? Enfin, je l'avais traduit en français. Ah, j'ai pas vu. Eh bien, remonte dans le fil WhatsApp et tu verras, je t'ai dit, est-ce que tu as lu cet article? Il devrait vraiment t'aider à trouver, à trancher. Il me semble que c'est à toi que j'ai répondu ou à Amélie, je ne sais plus. Mais parce que voilà, j'ai bien lu les 2 points de vue et je suis perdue. Alors, j'étais intéressée de savoir comment les unes et les autres vous présentiez les choses. Parce que là, moi, j'ai mis les lettres mobiles en cursif, du coup. Enfin, j'ai pris les lettres de Céline Alvarez. Alors, ils ont adoré. J'ai fait ça juste avant les vacances. Les lettres de Céline Alvarez, elles ne sont pas en cursive, elles sont en capitale. Oui, en capitale, oui, pardon. Ça dépend lesquelles. Ah, tu veux dire dans le commerce? Parce que dans son expérience, elle utilisait les lettres rugueuses en cursive. Hein. Oui, mais celles qu'elle a fabriquées, elle. Script. Ah oui, dans le commerce, là, récemment. Oui. Moi, personnellement, j'ai les deux. Donc voilà, je voulais bien voir vos retours. Moi, j'ai les lettres de Céline Alvarez. J'ai aussi d'autres lettres en majuscules et j'ai les lettres en cursive. J'en ai pas en script. Voilà, j'en ai uniquement en majuscules et en cursive, c'est tout. Et moi, je n'ai qu'en cursive. Voilà. Et du coup, tu présentes selon une... Ouais. Alors ça, Céline, je pense que tu peux nous donner un retour des neuroscientifiques, parce que moi, j'ai vu qu'en fait, c'est absolument hallucinant, les enfants, et je l'observe tous les jours dans ma classe. J'ai des enfants qui ne veulent pas écrire en cursive, et quand j'ai écrit un mot modèle en cursive, ils le recopient, ils le traduisent en script majuscule, parce que c'est plus simple pour eux d'écrire en script majuscule. Ça veut dire, j'ai pas mis le modèle en script majuscule, tu vois. Et en fait, le cerveau n'a pas besoin de s'entraîner. C'est ce que disent les neuroscientifiques. Et Dehaene, il l'a dit, ça, en fait. Ouais. Ça ne sert à rien de travailler sur la correspondance. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Ah bah vas-y, alors, dis-nous, peut-être que c'est pas le même. Si, moi, c'est cursive. Ouais. Cursive. Voilà. Les lettres rugueuses en cursive, les lettres mobiles en cursive, les premiers mots qu'ils vont lire en cursive. Et après, ils vont réussir à lire du script sans rien faire, en fait. Il n'y a même pas besoin d'y réfléchir, ça va se faire tout seul. Mais relisez l'article que j'ai partagé sur le groupe de Julia Volkmann. C'est mon article à moi, parce qu'en fait,
j'ai fait une petite intro et j'ai traduit en fait son article qui était en anglais pour le rendre assez accessible en français. Mais et elle est éducatrice Montessori aux États-Unis et prof à Harvard, chercheuse en neurosciences. Enfin voilà, je suis fan de Julia Volkman, quoi. Mais alors, donc, du coup, à aucun moment, même en petite section, ils écrivent en majuscule. Jamais. Non, il n'y a rien Jamais, en jamais. capital. Ouais. Si, moi, ils Jamais en écrivent leur capital. prénom. Ils écrivent leur prénom et je vais te dire pourquoi. Ils écrivent en script parce que je pense que c'est le poids social, hein, je le dis très ouvertement, c'est-à-dire que les parents leur font écrire le prénom. J'ai beau le dire chaque année, il ne faut pas qu'ils aient un crayon avant de rentrer en une section dans les mains, du moins tant qu'ils n'ont pas correctement leur tenue. Si tu veux, ils le font. Donc, moi, quand ils sont avec moi, ils ont des étiquettes qui collent, hein, et quand ils sont prêts, ils commencent à écrire. Et effectivement, ils passent tous par l'écriture script majuscule parce qu'au niveau du geste, c'est plus simple pour eux. Mais ce n'est pas moi qui leur apprends vraiment. De toute façon, ce qui est intéressant dans l'écriture script majuscule, c'est qu'il n'y a pas de ductus. Donc, même s'ils le font n'importe comment, on s'en fiche. Oui. Ce qui est là où je rejoins Céline, c'est qu'en cursive, il y a un ductus, un sens d'écriture. Et ce qui fait que si tu leur apprends en même temps le son et le sens d'écriture, tu leur apprends effectivement. Et là, moi, je vous recommande les travaux de Danielle Dumont là-dessus, hein, parce qu'elle explique remarquablement tout ça. C'est une grapho-éducatrice, elle. Et franchement, que si tu les laisses écrire en script majuscule parce que ça les autonomise et parce que ça fait plaisir aux parents, c'est pas grave en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Céline, mais ouais, pas grave. J'ai envie de rebondir sur plein de choses et les idées, je suis fatiguée, elles partent au fur et à mesure. Daniel Dumont, pareil, j'ai un article là-dessus, donc dans les semaines qui arrivent, là, je vous partagerai tout ce dossier langage-écriture parce qu'il y avait tout un truc sur Daniel Dumont et qui était des choses compatibles avec Montessori. Oui. Certains vont écrire leur prénom en capital parce que les parents, la famille leur a montré comment écrire leur prénom en capital. Mais c'est plus dur, en fait, d'écrire en capital. C'est plus dur pour un enfant, je trouve, d'écrire en capital que d'écrire en attaché. Enfin, vaut mieux attendre un peu. Pas en petite section, quand même. Oui, en petite section, oui. Mais en fait, on s'en fiche s'ils n'écrivent pas leur prénom en petite section. Ils ont plein d'autres choses à faire. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est le poids social. Donc, on ne va pas aller contre ça. Hein. C'est ça. Si ça leur fait plaisir d'écrire leur prénom un peu en capital parce que pour l'instant, ils sont en petite section, ok. Mais après, très vite, on va être vraiment que sur la cursive et pas de graphisme, les boucles, les traits, les ponts, les machins comme ça. Non. Il n'y a pas tout ça, en fait. Il n'y a pas tout ça en petite section, c'est ça. Ni en moyen, ni en grand. Il y a les gestes. Moi, j'ai suivi une formation avec une grapho-éducatrice que tu connais peut-être, là, Stéphanie Leprêtre. Ah oui, j'en ai entendu. Elle est extraordinaire. Elle est Montessori aussi. Hein. Et elle parle de gestes élémentaires d'écriture. Donc, elle les prépare. Moi, je les prépare aux gestes élémentaires d'écriture. Et ce sont des gestes très précis. Et il s'agit, à un moment donné, de certains gestes qui vont créer la boucle. Il faudrait que je vous montre ça, en fait. Et ben, ça, tu pourras nous faire un petit truc là-dessus. Ouais, parce que ça serait intéressant. Je pense que tu te filmes, tu te fais une petite vidéo, enfin, le format que tu veux, mais tu nous partages ça. Je crois que je pourrais vous envoyer des vidéos de gens qui expliquent ça, mais je ne sais pas si elles sont publiques, ces vidéos. C'est Eductus, il faudrait que je regarde le lien. Parce qu'elle propose des choses. En fait, elle a monté son organisme de formation, elle s'appelle Eductus, et c'est une disciple de Daniel Dumont. Donc, elle a suivi la formation en direct avec elle. Tu ne sais pas si elle a créé un organisme de formation? Oui, il s'appelle Eductus. Oui, et tu sais si elle est Calliope, tout le bazar? Je ne sais pas, mais ça, tu peux regarder sur son site. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait des tours régulièrement en France où elle propose des formations comme ça. Et moi, j'en ai suivi une à Paris par Public Montessori. On avait eu des prix et on avait fait un week-end entier et c'était super chouette. Et moi, ça m'a ouvert. Je l'avais lu, son livre, hein, mais il est quand même un peu ardu, le livre. Et là, elle l'a complètement transféré. Ce qu'elle a de force, c'est qu'elle l'a transféré, en fait, à Montessori. Enfin, je veux dire, elle a réussi par exemple, les formats écriture, elle nous a montré une progression pour utiliser les formats dessin, pour les transformer en format écriture, justement. C'est vraiment hyper intéressant sa formation. Alors, je sais qu'il y a des trucs qui sont dans le cadre de sa formation et que je ne peux pas vous communiquer parce que c'est du droit. Voilà.
En même temps, je vous recommande vivement, peut-être que c'est marqué maintenant quand il y a des formations, je vous recommande vraiment vivement d'aller assister à une de ces formations parce que c'est… Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Stéphanie Leprêtre. Et en fait, elle était enseignante en élémentaire, elle, au départ. Et elle a finalement démissionné de l'Éducation nationale, mais au départ, c'est une enseignante pendant longtemps et elle est devenue grapho-rééducatrice parce qu'elle a eu des enfants comme ça devant elle et qu'elle s'est posé des questions. C'est souvent comme ça, en fait. Ah oui, ouais. Mais Voilà. je vais aller voir son site parce que là, j'ai enfin trouvé les informations. Vous êtes toutes dans le public, hein, oui, non, vous n'êtes pas dans l'enseignement privé sous contrat. Si. Ah si, Anne. En fait, moi, je viens de l'enseignement privé sous contrat et là, ça y est, j'ai enfin les informations pour tout mettre en œuvre pour que ma formation finisse un jour dans le catalogue Formeris. Donc, ça ne va pas se donner de solution pour les enseignants du public, mais si au moins, voilà, je peux être dans le catalogue Formeris et que les enseignants du privé sous contrat peuvent avoir leur formation financée, enfin, voilà, ça serait génial. Donc, j'ai enfin les informations grâce à, enfin, je vais vous faire l'histoire courte. J'ai échangé avec le responsable de formation de Formeris des Pays de la Loire, sous le Morbihan, Nantes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, non. C'est Pays de la Loire. Pays de la Loire, c'est ça, ouais, Pays de la Loire. Et du coup, ouais, il a accepté de me renseigner. Alors, il m'a dit, attention, chaque région fonctionne différemment, mais il m'a quand même donné des informations super précieuses. Et donc là, je fonce, voilà, je sais par quelle étape je dois passer, donc je vais y aller. Parce que c'était dur d'avoir les informations. Bravo. Bon, bah écoutez, moi, je dois vous laisser, mais si vous avez des questions, si c'est pas clair, parce que j'ai raconté et que j'ai oublié de le mettre sur WhatsApp, là, parce que c'est vrai que j'ai dit des noms comme ça, je veux bien vous répondre à vos questions. J'avoue que moi, le groupe WhatsApp, j'en ai tellement des groupes WhatsApp que j'arrive pas, en fait, j'y arrive pas, en fait. Donc, je vous le dis franchement, si je participe pas parfois, c'est parce que j'ai trop de choses qui arrivent en même temps. Voilà. Je préfère être honnête avec vous. J'y arrive plus. On en a créé trop pour tout, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pratique, hein, je reconnais, hein, mais voilà. Je préfère être franche. C'est pas du tout contre vous quand je réponds pas, quoi. Voilà. Je préfère ces moments-là entre nous où on se voit et on peut parler. Voilà. Allez, va passer. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Ouais. Et merci Céline. Merci à toutes. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir.